Il y a 3 ans, la Terre a changé après un terrible cataclysme, transformant complètement la nature. De nombreuses personnes sont mortes, mais les survivants ont vite appris à contrôler les monstres et les plus talentueux ont commencé à être appelés dresseurs. Gao Peng, un orphelin de 18 ans, rêve de rejoindre CES surdoué malgré les difficultés récentes. Dernièrement, il a remarqué d'étranges fenêtres dans l'air, mais il attribue cela au stress et aux hallucinations. En rentrant chez lui, Pen a soudainement rencontré un énorme monstre dans les escaliers et la fenêtre du système a instantanément affiché sa description. Il comprit qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination lorsqu'une araignée, presque de sa taille, se précipita à l'attaque. Le professeur a dit que les araignées à rayures grises étaient mignonnes, mais celle-ci n'était clairement pas comme ça. Pen commença à courir en criant, mais l'araignée était trop rapide et ne resta pas à la traîne. Paniqué, il vit accidentellement par la fenêtre que le point faible de l'araignée était le feu. Sans perdre de temps, Pen sortit un briquet et le lança sur l'araignée, mettant le feu au monstre. Mais la joie était prématurée. Le feu ne suffisait pas, et l'araignée, saisie d'une rage encore plus grande, se releva. Pen se précipita vers son appartement, déjà nerveux, et au dernier moment il cria le nom de Daisy. La porte s'ouvrit et une énorme créature jeta l'araignée, le sauvant. Pen, ayant repris son souffle, regarda avec un sourire victorieux l'ennemi vaincu. Derrière lui se tenait maintenant son propre monstre, beaucoup plus fort. L'araignée, saisie par la peur du mille-pattes géant, s'empressa de se cacher. Le mille-pattes de 2 mètres, voyant que l'ennemi s'était échappé, changea immédiatement de forme et commença à demander de la nourriture par télépathie. Pen, content que tout soit fini, lui tapota la tête et alla à la cuisine pour cuisiner. Il a rapidement préparé un délicieux dîner et l'animal était ravi. En regardant le mille-pattes manger, Pen a remarqué une nouvelle ligne dans la fenêtre du système, la possibilité d'évoluer vers un niveau avancé. Cela l'a rendu incroyablement heureux et, inspiré, il a immédiatement commencé à étudier les exigences de l'évolution, promettant d'améliorer son animal de compagnie. La plupart des matériaux étaient faciles à obtenir, mais un noyau de monstre du tonnerre coûtait 10 crédits, soit une somme énorme de 100 000 pièces. Après la mort de ses parents dans un accident, Pen a reçu 20 crédits de l'État, mais il ne lui en restait que 11. Il ne pouvait pas tout dépenser pour l'évolution. En détresse, il se demandait comment utiliser des informations précieuses sans les fonds nécessaires. Soudain, il s'est rendu compte, le système pourrait l'aider à devenir un grand entraîneur, et l'argent ne serait alors plus un problème. Pen se souvint que l'examen d'entraîneur avait lieu demain et réussit à s'inscrire à la dernière minute. Avant l'examen, il s'est rendu chez la voisine de Tang Tang, lui demandant de s'occuper de son animal de compagnie. La jeune fille a accepté d'aider, mais dès que Pen est parti, elle a été submergée par la perplexité. Pourquoi a-t-il besoin d'un monstre inutile? Elle a immédiatement appelé l'homme mystérieux, lui disant que Pen était toujours en train de jouer avec le mille-pattes violet, un monstre laissé derrière lui par ses parents, sa fille et son gendre. Tang Tang a assuré à l'homme que Peng était en sécurité et a fait allusion à ses affaires inachevées. Après avoir terminé la conversation, l'homme était furieux et a prévenu sa secrétaire qu'il ne restait plus que quelques mois à 16 hommes pour achever la tâche. Malgré son apparence formidable, le président s'adoucit en pensant à son petit-fils et rêvait de le rencontrer dès qu'il aurait terminé toutes ses affaires pour cette année. Pendant ce temps, Pen était déjà arrivé à l'examen, surpris par la foule et la popularité du métier d'entraîneur. Une tante avec sa fille et son fils l'a appelé, se préparant à passer l'examen pour la 4e fois. Ils ont été choqués d'apprendre que Pen n'était pas venu en tant que spectateur, mais en tant que participant. Malgré son jeune âge, sa tante était contente de sa décision et l'encourageait, croyant en sa réussite. Un homme désagréable se tenant à proximité, entouré de gardes, a commencé à railler que des gens comme eux n'étaient pas dignes d'être entraîneurs. Mais Pen a facilement rétorqué que l'examen dépend de l'intelligence et non de l'argent. L'homme offensé, qui avait déjà échoué 4 examens, est devenu embarrassé et est parti. À ce moment, un bruit se fit entendre, signalant l'ouverture de l'examen. Tout le monde était invité à l'intérieur. Ils ont été accueillis par Feng Shu, érudit de Chang'an et examinateur en chef, qui leur a expliqué les étapes du test. Le premier était un test écrit, qui éliminait ceux qui pouvaient passer à l'étape suivante. La tâche consistait à regarder 3 courtes vidéos avec des monstres, après quoi il fallait les décrire en détail. Le premier à apparaître était un énorme monstre aquatique, seulement une silhouette, des nageoires acérées et des yeux bleus brillants avec des motifs sur le corps.
L'écran s'est éteint avant que les participants aient eu la chance de bien observer la créature. Seules 20 minutes ont été accordées pour la description. Ce qui a provoqué la panique, personne ne se souvenait vraiment du monstre. Mais Gao Peng est resté calme. Le système lui a donné toutes les informations nécessaires. Les deux autres monstres des patins à roulettes n'étaient pas non plus difficiles pour lui. Gao Peng était confiant dans ses réponses et attendait avec impatience les résultats. Après 1 heure, l'examinateur a commencé à annoncer les noms des participants retenus. La liste comprenait sa tante et l'homme désagréable qu'ils avaient rencontré plus tôt. Mais le nom de Pan manquait, et l'homme en profita immédiatement pour se réjouir. Pen, assis sur des épingles et des aiguilles, a commencé à paniquer, doutant de l'exactitude du système. Soudain, l'examinateur a demandé laquelle des personnes présentes était Gao Peng. Soudain embarrassé, Pen leva la main lorsqu'on l'appela. L'examinateur a applaudi, surpris qu'un si jeune candidat obtienne la note la plus élevée à l'examen. Le reste des participants était sous le choc, ne croyant pas que le jeune homme avait non seulement réussi l'examen, mais avait également obtenu la note la plus élevée. Feng Shu, l'examinateur, a conduit ceux qui avaient réussi la partie écrite dans la salle pour l'examen pratique. Il a expliqué qu'il y avait des monstres derrière les portes et que la tâche des participants était de les faire évoluer en 1 semaine. À cette fin, du matériel a été fourni qui pouvait être utilisé gratuitement en quantité limitée. Ceux qui échoueront devront payer eux-mêmes tout le matériel. Une fois la tâche annoncée, les participants ont commencé à tirer au sort pour déterminer le numéro de la chambre avec leur monstre. L'imprévisibilité inquiétait Pan et il espérait de la chance. Il ne remarqua ni la bête invisible dans la boîte au lot, ni le sourire malicieux de l'examinateur. Pan a eu la chambre numéro tant et sa tante la chambre numéro 6. Ils regagnèrent leur chambre. Feng Shu a annoncé le début officiel de la partie pratique de l'examen. Arrivé dans la chambre numéro 10, Pen salua le gardien, qui lui dit qu'il était prêt à aider si nécessaire. En appliquant le laissez-passer à la serrure, la porte s'ouvrit et une puissante aura de la bête le recouvrit. En approchant de la cage, Pen aperçut une silhouette sombre avec des yeux rouges vifs et brûlants, ce qui lui envoya un frisson dans la peau. Mais son attention a été attirée sur la fenêtre du système, où il était indiqué que le singe de la rivière rouge qui lui avait été fourni était malade et affaibli. Lorsque Pan a posé des questions sur l'état du monstre, le garde a répondu que de nombreuses expériences avaient été menées sur le singe et qu'ils allaient s'en débarrasser. En fait, la participation de ce monstre à l'examen faisait partie d'un accord entre le réalisateur et un homme riche qui avait triché pour réussir l'examen écrit. Le gardien a reconnu que la situation était injuste et a suggéré à Peng de reporter sa participation à l'année prochaine, en conservant les résultats de l'examen écrit. Mais il n'a pas pris en compte le fait que Pan était têtu et qu'abandonner ne faisait pas partie de ses plans. Le garde laissa Pan seul avec le monstre, et le gorille, sortant de l'ombre, le regarda avec un regard épuisé qui reflétait la douleur des expériences ratées. L'amertume, le ressentiment et la colère se mêlèrent à ce regard, le transformant en folie, et avec un rugissement, le gorille se précipita sur les barreaux de la cage. Mais Pan avait déjà lu dans ses yeux un profond regret caché derrière l'agressivité. À la surprise du monstre, Pan s'approcha calmement et, plaçant sa main sur sa tête, promit qu'il le guérirait. Peng a décidé de ne pas hésiter et de vérifier immédiatement ce qui était nécessaire à l'évolution d'un singe. Il fut stupéfait de découvrir 2 voies, la voie standard et la voie déformée. L'évolution standard semblait plus sûre, exigeant que le monstre soit débarrassé de l'énergie noire, mais les matériaux requis étaient trop rares. Pan a décidé de prendre un risque. Le garde fut surpris de recevoir une liste de documents de Pan. Il pensait que ce type n'était qu'un théoricien, mais il n'a pas discuté. 3 jours plus tard, de nombreux participants avaient déjà échoué, mais Peng a continué à suivre les instructions du système. L'herbe noire de l'Est a parfaitement fonctionné et le singe a complètement récupéré comme prévu. La dernière étape restait, mais pour cela il fallait libérer le monstre de la cage, ce qui effrayait Pan, et si après les expériences, il se rebellait. Après une brève réflexion, Pan se décida. Le chemin était trop long pour battre en retraite. En ouvrant la cage, il fut momentanément effrayé lorsque le singe se jeta sur lui. Cependant, la peur était vaine. Le singe le serra joyeusement dans ses bras, lui remontant le moral. La dernière étape était un bain d'acide sulfurique. Et vu de l'extérieur, cela semblait terriblement dangereux. Le singe jeta une touffe de ses cheveux dans le liquide sombre et voyant comment elle se dissolvait instantanément, paniqua. Pan a compris ses craintes, mais lui a demandé de lui faire confiance.
lui promettant qu'après cela, elle évoluerait. Malgré ses craintes, le singe a décidé de suivre ses instructions et s'est plongé dans un bain contenant une solution dangereuse. Soudain, une fumée noire s'échappa de son corps, remplissant tout le laboratoire. L'alarme incendie s'est déclenchée et des renforts sont rapidement arrivés, prêts à éteindre l'incendie suspecté. Les gardes ont été surpris de constater qu'il n'y avait pas de feu dans la pièce, seulement de la fumée noire qui se dissipait progressivement. Penn, les remarquant, demanda ce qui les avait amenés dans la chambre numéro 10. Le garde-joue a expliqué que la fumée avait déclenché l'alarme incendie et qu'ils se sont précipités pour éteindre le feu. Penn, se sentant un peu coupable, s'excusa de ne pas avoir remarqué l'alarme, trop emporté par l'expérience. Zhu a annoncé par radio que tout allait bien et a demandé d'éteindre l'alarme. L'examinateur Feng Shu a été choqué d'apprendre que la fumée dans le laboratoire était due à une expérience sur un monstre. Le reste des participants, qui étaient venus en courant pour entendre le bruit, ont commencé à murmurer que Gao Peng était trop jeune et inexpérimenté pour de telles expériences. Wang, qui avait voulu faire échouer Peng dès le début, a triomphé, convaincu qu'il avait finalement échoué. Mais soudain, le bain de liquide sombre a commencé à bouillonner et à siffler, libérant quelque chose d'incroyable. Un monstre inédit, dont l'apparence étrange et l'aura puissante ont instillé la peur chez les personnes présentes. Ceux qui les entouraient se figèrent sous le choc, ne sachant que faire, et étaient prêts à s'enfuir paniqués. Pendant ce temps, le monstre s'est levé. C'était un squelette géant, enveloppé dans une coquille violette translucide, avec des yeux de feu perçant tout le monde autour. Feng Shu, abasourdi, réalisa que devant lui se trouvait le singe évolué de la rivière Rouge appartenant à Gao Peng. Tout le monde était étonné que le jeune homme ait réussi à obtenir un tel résultat. Penn, satisfait, a observé le succès. Le système a confirmé que l'évolution déformée était terminée, transformant le monstre en un singe en os d'une classe idéale. Les personnes présentes étaient stupéfaites et regardèrent le monstre évoluer avec admiration, suggérant qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. Feng Shu a convenu que créer un monstre de classe mort-vivant était une réussite incroyable. Cependant, à son avis, la vraie valeur n'était pas le monstre lui-même, mais celui qui l'a forcé à évoluer, Gao Peng. L'examinateur a félicité Peng, notant qu'il avait remporté à juste titre la première place à l'épreuve écrite. À ce moment, le singe évolué attira l'attention de Pan en tirant sur son t-shirt. Pan a assuré au singe que tout allait bien maintenant. Il était capable d'évoluer. L'énorme singe en os aurait fondu en larmes de joie s'il l'avait pu. Il était touché que Pan tienne sa promesse. Le réalisateur, regardant la scène, fut envahi par un désir avide de se procurer ce précieux monstre. Cependant, ses rêves furent brusquement interrompus par Feng Shu, qui déclara calmement que le monstre appartenait à Peng, car un profond lien de confiance s'était établi entre eux. Toutes les personnes présentes ont été choquées par une décision aussi inattendue. Gao Peng a été stupéfait et lui a demandé s'il avait bien compris que le rare monstre de classe mort-vivant de niveau idéal lui appartenait désormais. Feng Shu l'a confirmé, ajoutant que ce monstre est une nouvelle espèce qui n'a pas encore été enregistrée et que c'est Peng qui l'a forcé à évoluer. Peng réfléchit un instant, réalisant que son singe était passé de général à excellent et pourrait devenir commandant à l'avenir, ouvrant des perspectives incroyables. Voyant ses doutes, Zhu proposa de lui donner le monstre si Peng ne voulait pas quitter le monstre qui s'était attaché à lui, laissant entendre que ce serait stupide. ICI. Le directeur est intervenu en disant que cette décision était contraire aux règles. Tout monstre ayant évolué avec succès appartient à l'association. Il a ajouté que le singe était trop malade et que son évolution aurait pu être un accident plutôt que le fait de Peng. Van le soutint, indigné que l'évolution d'un monstre mourant soit impossible et qu'une bête aussi puissante doive être détruite. Le réalisateur a insisté sur le fait que le monstre était trop dangereux et que l'étudiant ne pouvait pas obtenir un tel résultat. Les deux ont porté une accusation sérieuse, suggérant que Peng a peut-être triché et que son succès ne peut pas être considéré comme authentique. Le réalisateur a supposé que Peng avait accidentellement appris la méthode qui fonctionnait sur le singe, mais ses véritables capacités ne correspondent pas aux résultats. Feng Shu a réagi avec un scepticisme évident à la déclaration du réalisateur concernant l'annulation du résultat. Lorsqu'il a ajouté que la délivrance d'un certificat à Gao Peng nuirait à la réputation de l'association, Feng Shu a ri. Il a invité Pan à prouver lui-même ses capacités à ces imbéciles. Peng, cependant,
a répondu calmement qu'il était venu pour une licence et pour ne rien prouver à personne, et a qualifié le manque de confiance dans les jeunes entraîneurs de comportement pathétique. Il a ensuite expliqué que le nom « singe de la rivière Rouge » est lié à son habitat, mais que son attribut n'est pas du tout lié à l'eau. D'après l'état du singe, il était clair que les sujets des tests précédents n'avaient pas compris sa nature et utilisaient l'attribut eau et l'énergie yin, dans l'espoir d'une évolution, bien que le yin soit sa principale faiblesse. Wang a protesté en disant que la faiblesse du singe de la rivière Rouge était l'attribut de l'arbre, mais Feng Su a confirmé que Peng avait raison. Peng a expliqué qu'après de nombreuses expériences, Yin avait pénétré trop profondément dans la structure du monstre et que c'était difficile à corriger. Il a donc choisi une voie différente. Pendant 3 jours, il a donné au singe l'herbe noire de l'Est pour la purification, l'attribut Yin comme base, et a utilisé des matériaux avec un noyau de cristal mort-vivant. Un ordre et des proportions précis étaient essentiels. Presque n'importe qui d'autre aurait échoué à la place de Pan. Feng Xu a tapoté Peng pour son explication et a dit qu'au lieu d'obtenir un certificat d'entraîneur débutant, il devrait obtenir un certificat de niveau intermédiaire. De plus, Feng a ajouté qu'il ne serait pas difficile pour Peng de réussir l'examen de certificat avancé au siège de Yangjing. Puis, avec un sourire, Feng est revenu sur la question de la tricherie, rappelant au directeur et à Wang qu'ils avaient eux-mêmes reconnu le singe comme un spécimen d'examen contaminé. Le reste des participants ont convenu qu'il s'agissait d'une déclaration très étrange. Zhu est venu à la barre des témoins, confirmant que le réalisateur avait intentionnellement fourni à Peng le monstre endommagé. Zhu a également ajouté que la raison de tout cela était un pot de vin de Wang Shu, et les images de la caméra pourraient le confirmer. Wang Shu a estimé que son jeu était terminé, car la tromperie avait été révélée. Feng Shu, en tant que président de l'association, a annoncé que pour fraude, Wang Shu serait privé du droit de passer des examens à Chang'an pendant 3 ans et que le directeur serait démis de ses fonctions. Toutes les personnes présentes ont soutenu cette décision, regardant les criminels être emmenés hors de la pièce. Le président Feng a invité Peng à prendre le thé pour discuter d'une question importante. Plus tard, au bureau, Feng a demandé à Peng de représenter la ville de Chang'an au tournoi mondial des entraîneurs de monstres. Il a expliqué que Chang'an manquait de talent et que la ville n'avait pas gagné depuis longtemps, mais que Peng pouvait changer cela. Le gars était confus, car on lui avait proposé de participer à un tournoi mondial. Peng était prêt à refuser, mais dès qu'il a entendu parler du prix de 10,000 crédits, son opinion a radicalement changé. L'opportunité de recevoir une somme importante a incité Peng à prendre ses responsabilités et à accepter de participer. De retour chez lui, Peng était content de son certificat de niveau intermédiaire. Il était content, car le certificat lui donnait plus 30 points pour l'admission au collège. De plus, la réussite d'un examen lui a valu un monstre d'élite, une chance de gagner beaucoup d'argent et une excellente relation avec le directeur de l'association. En pensant au tournoi, Peng a commencé à douter de sa capacité à gagner, car ce ne serait pas facile. Dans les transports en commun, les gens chuchotèrent derrière lui, en regardant son nouveau monstre Buchan, qu'il appelait ainsi pour son apparence étrange, tantôt stupide, tantôt effrayante. La rareté de la classe des morts-vivants a été discutée et une personne a même voulu toucher les os de l'incroyable monstre. Buchan a réagi immédiatement, surveillant attentivement chaque mouvement, croyant qu'il protégeait Pan. À l'insu de Pan, le gars frivole s'est retrouvé empêtré dans le pouvoir de Buchan. L'otage a rapidement regretté son souhait et a presque dit au revoir à sa vie lorsque Pan lui a parlé, détournant son attention. Pan a admis qu'il avait été contraint de participer au tournoi. Sans victoire, il n'aurait rien pour nourrir ses animaux de compagnie. Il a ajouté qu'il est jeune et que s'il travaille dur, il a un brillant avenir, d'autant plus qu'il est aussi beau. Les gens autour étaient étonnés. Si Pan parlait à voix haute, cela signifiait qu'il n'avait pas de contrat de sang avec le monstre, mais il obéissait quand même. Ils étaient tourmentés par des questions sur son talent. Alors qu'ils descendèrent du bus, Buchan poussa soudainement Pan sur le côté, le faisant s'envoler. Buchan a dévié quelque chose volant vers Pan, protégeant instantanément son propriétaire. Pan fut abasourdi, mais réalisa bientôt ce qui s'était passé et se précipita pour calmer Buchan, expliquant que personne n'avait attaqué. Il s'est avéré que l'objet était son propre animal de compagnie, le mille-pattes violet d'Azi. Pan, surpris, essaya de l'imaginer, mais fut choqué. Dazi avait beaucoup changé lors de leur séparation et Cheng ne reconnaissait pas son animal de compagnie.
Tang Tang les rejoignit bientôt, saluant Peng et les informant qu'ils avaient décidé de le rencontrer ensemble. Sans perdre de temps, Pan a immédiatement commencé à demander ce qui était arrivé à son animal de compagnie. Il était devenu plusieurs fois plus gros et ressemblait désormais à une chenille prédatrice. Tang Tang a expliqué que Daisy mangeait simplement avec un grand appétit, alors maintenant il a l'air plein et fort. Pan était mécontent, réalisant que son monstre était tout simplement suralimenté. Tan était ravie d'elle-même, car grâce à elle, le mille-pattes ne semblait plus si petit et faible. Bushan, voyant Daisy, se sentit fier, pensant que dans le contexte du monstre potelé, son corps fort était encore plus beau. Tang Tang a simplement ignoré cela et a commencé à demander à Peng comment s'était passé son examen. Peng expliqua timidement comment il avait réussi à faire évoluer le monstre après 6 tentatives infructueuses, et pour cela, il reçut un certificat d'entraîneur de niveau intermédiaire. Montrant Buchan, il expliqua que ses mérites étaient appréciés en lui donnant ce monstre. Tang Tang était choqué, ne croyant pas que Peng avait reçu le certificat intermédiaire. Satisfait de lui, Pan sortit de son sac un certificat prouvant ses propos. Réalisant qu'il était honnête, Tang Tang était heureuse pour son neveu, fière de ses réalisations. Mais son annonce soudaine d'une conversation sérieuse a surpris Peng. Tang Tang a commencé à expliquer que le métier d'entraîneur est précieux car tous les monstres sont des extraterrestres d'un autre monde. Elle a également parlé de la technique secrète du familier, le changement de constellation, qui permet de rediriger tous les dégâts reçus par l'entraîneur vers son monstre. La technique a des limites, elle ne fonctionne qu'avec le consentement de l'animal et à une certaine distance, mais sa force réside dans le fait que les monstres sont beaucoup plus résistants que les humains. Après avoir appris cette technique, Peng sentit qu'une connexion invisible était apparue entre lui et Daisy. Peng réalisa que Tang Tang lui avait donné des informations extrêmement précieuses, même si son origine restait un mystère. En regardant Daisy tentaculaire, Peng se plaignit avec un sourire de son excès de poids, suggérant que l'animal soit appelé cochon violet, au lieu de mille pattes. Il a demandé à Bushan d'apporter un miroir pour que Daisy puisse voir l'étendue de son désastre, et cela a fonctionné. Daisy était choquée et bouleversée, ne s'attendant pas à une vérité aussi dure. Peng l'a consolée en lui suggérant de commencer à s'entraîner et de perdre du poids dans les prochains jours avant de passer à un entraînement sérieux. En imaginant l'évolution de Daisy dans son état actuel, Peng frissonna. Il ne voulait pas que cela devienne une réalité. Le lendemain, Peng a rencontré Tang Tang pour tenir sa promesse de l'aider. La tante était ravie que Peng reçoive le certificat et attendait avec impatience son aide. Alors qu'ils marchèrent vers le bon endroit, Tan Tan a déclaré qu'elle avait un jour ouvert une entreprise avec ses partenaires, investissant beaucoup d'argent, mais que l'un d'eux s'est enfui, prenant à la fois l'argent et les formateurs. Pan a été étonné d'apprendre que leur bureau était situé dans le quartier le plus prestigieux de la ville et soupçonnait que le loyer y était assez cher. Tang Tang s'est senti mal à l'aise et s'est précipité pour se justifier, expliquant que les affaires avaient autrefois été bonnes, mais qu'après le départ des entraîneurs, les affaires ont commencé à s'estomper. Peng a trouvé le comportement de sa tante suspect, mais a décidé de ne rien dire. Tang Tang a déclaré que leur bureau était au 3e étage et a promis à Peng de meilleures conditions pour les formateurs, ainsi que 20% des actions de l'entreprise. Elle a assuré que le travail n'interférerait pas avec ses études, il pourrait venir à tout moment libre. Peng a été choqué par le salaire proposé et a noté que pour ce genre d'argent, la tante pourrait embaucher 2 entraîneurs à la fois. Mais Tang Tang s'y est opposé, affirmant que dans ce cas, la qualité est plus importante que la quantité. Peng était perplexe. D'abord un parchemin avec une technique secrète, maintenant un paiement généreux. Si c'était quelqu'un d'autre à la place de Tang Tang, il aurait soupçonné que quelque chose n'allait pas. Mais sa tante a pris soin de lui après qu'il soit devenu orphelin. Et si on pouvait faire confiance à quelqu'un, c'était bien elle. Mettant de côté ses doutes, il décida de la suivre. Tang Tang, à son tour, était inquiet. Heureux que Peng n'ait pas montré de suspicion. Ils ont été accueillis au bureau par une jolie fille, que Tang Tang a présentée comme la secrétaire de Shun Xuan et Peng comme le nouvel entraîneur de l'entreprise. Après avoir terminé les présentations, Tang Tang s'est dépêché de faire des courses, les laissant seuls pour faire connaissance avec leurs collègues et le bureau. Le comportement frivole et imprévisible de Tante a toujours dérouté Pan, mais il l'a accepté. Sun Xuan l'a gentiment invité au bureau pour remplir les documents de travail. En remplissant les informations, Xuan a été déçu.
comparant son âge avec le certificat et décidant que Peng n'était qu'un homme riche qui avait obtenu son diplôme en trichant. Pendant ce temps, Peng réfléchissait à son salaire, décidant qu'il ne devait pas sous-estimer ses capacités. Sa méthode d'évolution des monstres donne toujours un résultat à 100%, ce que personne d'autre ne peut faire. Après avoir terminé, Xuan lui rendit le certificat, l'informant que l'enregistrement était terminé. Xuan doutait du choix de paiement de Peng, car il n'avait presque aucune expérience et un échec pourrait ruiner la réputation de l'entreprise. Pan n'était pas satisfait de ces paroles et était sur le point de protester lorsqu'il fut interrompu. La porte s'est ouverte à la volée et un homme s'est précipité à l'intérieur, exigeant que Pan prouve qu'il valait le salaire indiqué. L'homme, l'air furieux et fatigué, a déclaré que si Pan guérissait son animal de compagnie, il recevrait un paiement décuplé. Xuan a essayé de le calmer, mais Peng a déclaré avec assurance qu'il n'avait pas besoin de 10 fois le paiement. Il a ajouté qu'il s'agissait de son premier travail et qu'en prime, il le ferait au prix convenu. L'homme était surpris de voir comment Peng pouvait parler avec autant d'assurance de sa capacité à guérir un animal de compagnie. Peng a précisé qu'il faut avant tout voir l'animal afin d'évaluer son état. L'homme épuisé, décidé à faire confiance, a sorti le transporteur où gisait son animal de compagnie. Xuan haleta à la vue de la petite boule rose qui saignait et tremblait dans les bras de l'homme. L'animal avait l'air terrible et l'homme a demandé nerveusement si Pan pouvait le sauver. Pan a soigneusement examiné les données de la souris électrique, remarquant des blessures mineures, puis une autre fenêtre du système s'est ouverte devant lui. Une notification rouge vif signalait que l'animal avait un besoin urgent d'évolution. Pan a immédiatement demandé à l'homme ce qu'il avait nourri la bête, devinant la cause de la maladie. L'homme a admis avoir donné à la souris un champignon de sang de jade dans l'espoir d'accélérer son évolution. Peng réalisa que la bête était maintenant en train d'évoluer, mais en raison du conflit entre sa nature et l'élément tonnerre, elle tomba malade. Les données du système ont aidé Peng à identifier rapidement les ingrédients nécessaires au traitement et il a demandé à Xuan de tout rapporter de l'entrepôt. Peng a rappelé à l'homme que le client est tenu de payer tous les matériaux nécessaires à l'évolution de l'animal. Il a promis à la bête souffrante qu'il l'aiderait à évoluer. Alors que Peng commençait à se préparer pour le procès, Xuan et l'homme étaient horrifiés, doutant de ses actions et craignant pour leur animal de compagnie. Pan, avec un animal de compagnie dans une main et un couteau à découper dans l'autre, avait l'air intimidant, mais était complètement calme. Lorsqu'il jeta la souris dans l'eau bouillante, l'homme se précipita pour la sauver et Xuan comptait déjà ses pertes en regardant l'étrange tour de Peng. Peng, remuant le contenu de la casserole, a invité l'homme à essayer la soupe au rat qui nourrit le yin et tonifie le yang. C'est eux qui a provoqué une horreur encore plus grande. Voyant sa réaction, Pan rit, expliquant que c'était juste une blague pour désamorcer la situation, et assura que l'animal allait bien. Il montra que la casserole n'était pas une soupe, mais un bain médicinal pour l'animal, où le chauffage était nécessaire pour maintenir les propriétés curatives des ingrédients. L'homme essayait silencieusement de récupérer tandis que Pan continuait à s'amuser, plaisantant à sa manière décalée. L'homme ne pouvait qu'espérer de la chance, sachant que dans leur ville, il n'y avait que 2 entraîneurs célèbres dont les services coûtaient une fortune. 10 minutes plus tard, il commença à devenir nerveux, car il n'y avait toujours aucun résultat. Pan le rassura, lui assurant que le processus était presque terminé et que l'animal était sur le point d'évoluer. Soudain, une épaisse fumée s'échappa de la poêle et le couvercle s'envola sur le côté avec un rugissement. Au fond, déjà sans trace de teinture médicinale, l'animal changé se recroquevilla en boule. Dès que la souris s'est réveillée, elle a sauté hors de la casserole et a commencé à courir dans le bureau, provoquant le chaos. Xuan était horrifié, mais l'homme était ravi. L'évolution a été réussie. La souris tonnerre s'est transformée en une foutue souris électrique d'une classe idéale avec un double attribut, avec le potentiel de devenir commandant. Ravi du résultat, l'homme s'est empressé de s'excuser auprès de Peng pour ses doutes, étonné de ce qui avait été accompli. Pan a immédiatement remis à l'homme un chèque pour les dégâts et les prestations, sans rencontrer la moindre objection de la part du client satisfait. Après le paiement, Peng a demandé à Xuan de renvoyer le matériel nécessaire chez lui, en déduisant le coût de son salaire. L'homme ravi, rayonnant de joie, a déclaré qu'il avait un autre animal de compagnie et qu'il aimerait prendre rendez-vous pour demain. Il a ajouté que l'argent n'est pas un problème et qu'il est prêt à payer le triple. Peng était un peu gêné de refuser, mais il a expliqué qu'il était occupé avec l'entraînement de demain
Ce à quoi l'homme a suggéré qu'il s'agissait de cours de l'association. Peng a calmement répliqué, expliquant qu'il s'agissait d'une classe normale de 3e année de lycée, et a dit au revoir avant de partir, mentionnant qu'il avait encore des devoirs à faire. L'homme a été stupéfait par cette découverte et Xuan a soudainement compris pourquoi Tang Tang avait récemment acheté un bureau coûteux et licencié tous les entraîneurs. Gao Peng s'est avéré n'être pas un homme riche et naïf. Pendant ce temps, Tang Tang dégustait un verre de vin à la maison tout en faisant tournoyer un noyau de cristal de haute qualité dans ses mains. Sans réfléchir longtemps, elle a remis le noyau à son animal invisible, ordonnant qu'il soit ramené à Gao Peng. La bête, inaperçue, atteint la fenêtre de l'appartement de Pan, s'assure que personne ne le voit et lance le boulet de canon dans sa chambre. Le cristal tombé a immédiatement attiré l'attention de Dazi et le curieux Mille-Pattes a décidé de l'avaler. Buchan a essayé d'arrêter son camarade frivole, mais il était trop tard. Dazu a mangé le cristal et l'a immédiatement regretté. Pendant ce temps, Gao Peng rentrait chez lui à pied, rêvant de la façon dont il pourrait d'un jour faire passer ses animaux de compagnie à une classe épique, lorsqu'il entendit soudain un rugissement venant de son appartement. Réalisant que quelque chose s'était passé, Pan se précipita chez lui. En courant à l'intérieur, il a vu Dazi se tordant de douleur sur le sol. Une fenêtre système est apparue devant Peng, l'informant du début de l'évolution due à l'absorption du noyau cristallin, CE, qui l'a grandement surpris. Il se demandait où et comment son animal de compagnie pouvait trouver du matériel aussi coûteux. Les soupçons se sont immédiatement portés sur une personne, sa tante Tang Tang. D'après sa réaction, il est devenu clair que c'était elle qui était responsable. Peng était indigné d'avoir donné le cristal à Dazi à son insu et lui a demandé pourquoi elle l'avait fait. Tang Tang n'a pas expliqué qu'elle avait fait cela parce que Peng refuserait son aide et a rapidement déplacé la conversation vers un autre sujet. Elle lui a remis les sacs d'épicerie qu'il avait laissés en courant chez lui et sans attendre la réaction de son neveu, elle s'est enfuie rapidement. Peng, restant avec l'animal, a donné une tape sur la tête de Dazi, le menaçant de ne plus rien mettre dans sa bouche. Après avoir accepté la situation, il s'est ressaisi. Il devait achever le processus d'évolution le plus rapidement possible. Peng a trouvé dans cette réserve une fleur violette venimeuse dont l'écrasement était censé aider à l'évolution de Dazi. Il a rapidement broyé l'ingrédient dans un mélangeur et a versé le liquide obtenu dans la bouche de l'animal. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Le corps de Dazi brillait de la lumière dorée de la foudre. Ses cornes s'allongeaient et ses yeux brillaient d'écarlate. L'évolution s'est terminée avec succès et une nouvelle version améliorée de l'animal est apparue devant Peng, un Mille-Pattes violet de qualité supérieure. Dazi s'est immédiatement effondré de fatigue, connaissant une évolution douloureuse qui a alarmé Buchan. Pour le consoler, Pan lui a offert une friandise spécialement préparée. Buchan a commencé à s'inquiéter lorsqu'il a remarqué que la nourriture qu'il consommait se transformait en braise et traversait son corps. Cependant, Peng l'a rassuré en lui disant que son corps se stabiliserait bientôt. Lorsque Dazi se réveilla, ses amis dormaient déjà, fatigués après une journée bien remplie. Tang Tang, regardant par la fenêtre, remarqua comment le Mille-Pattes content se blottit confortablement sur les genoux de Gao Peng, les couvrant tous les deux d'une couverture. À ce moment-là, Peng ne soupçonnait même pas que de grands changements l'attendaient, discuté avec le directeur de l'école. Le directeur aux cheveux gris s'y opposa avec véhémence, insistant sur le fait qu'il n'y aurait jamais de monstre dans son école, car la sécurité des enfants était toujours sa première priorité. Son interlocuteur en uniforme militaire a objecté à contre-cœur que cela n'était pertinent qu'en temps de paix, mais que si la situation s'aggravait, les jeunes devraient prendre les armes et défendre le pays. Le réalisateur s'est méfié en entendant ces mots et n'a pas voulu réfléchir à quoi pourrait conduire un tel scénario. L'homme a poursuivi en expliquant que malgré le développement de la technologie, les monstres sauvages évoluent beaucoup plus rapidement et que si cela continue, les humains seront un jour incapables de leur résister. Le lendemain, Peng a été surpris de se retrouver au centre de l'attention de ses camarades de classe qui se pressaient autour de lui. L'un des gars a directement demandé s'il était vrai que Peng avait reçu un certificat d'entraîneur de niveau intermédiaire. Il s'est avéré que le journal en avait parlé, annonçant que Peng était devenu le plus jeune entraîneur de niveau intermédiaire à Chang'an, battant ainsi le précédent record. Ses camarades de classe disaient que Peng était désormais une célébrité et que leur classe était la plus cool grâce à lui. Les mots d'éloge ont fait rougir Peng d'embarras.
Li Zigong, le camarade de classe de Peng qui avait parlé à tout le monde de sa réussite, s'est approché de lui, embarrassé, avec une demande présomptueuse. Mais, à la surprise générale, Peng a immédiatement refusé, affirmant que si la demande était présomptueuse, il valait mieux ne pas l'exprimer, afin de ne pas les mettre tous les deux dans une position délicate. Li voulait s'indigner, mais le professeur l'a interrompu, faisant irruption dans la classe en criant et en forçant tout le monde à s'asseoir. Elle avait une annonce importante. Elle s'est levée à table et a déclaré que la vie scolaire allait changer. Les lycéens devraient étudier une nouvelle matière sur les monstres, et la spécialité d'entraîneur de combat serait également ajoutée. L'enseignant a expliqué que le projet a été approuvé par le ministère de l'Éducation et les forces armées de l'Alliance. Les étudiants ayant des notes élevées auront la possibilité d'entrer dans les meilleurs collèges et académies militaires. Elle a ajouté que des entraîneurs militaires arriveront bientôt à l'école et que les étudiants qui ont choisi la spécialité d'entraîneur au combat commenceront leur formation aujourd'hui. Les personnes intéressées doivent s'inscrire immédiatement après le cours. La classe a explosé d'émotions, surprise, ravissement, indignation. Tout le monde discutait des innovations et de la possibilité de devenir entraîneur de combat dès le lycée. Pendant que les élèves se disputaient, le professeur a demandé à Peng de venir avec elle pour parler. L'enseignant a souligné le récent succès de Gao Peng avec son certificat d'entraîneur, mentionnant que le directeur l'avait félicité lors de la réunion du matin. Elle lui a demandé de parler aux collégiens demain en tant que représentant. Sans hésitation, Peng a refusé, proposant de trouver un autre candidat, invoquant le fait qu'il n'aimait pas l'attention. Sans lui laisser la possibilité de s'y opposer, il annonça avec enthousiasme qu'il allait postuler pour devenir entraîneur de combat. Le professeur l'a prévenu, lui rappelant que même si le métier d'entraîneur de combat est prometteur et bien rémunéré, il ne faut pas se précipiter dans une telle décision. De bons résultats académiques et un certificat d'entraîneur de niveau intermédiaire ouvraient déjà de grandes perspectives à Peng, mais la spécialité qu'il avait choisie en tant qu'entraîneur de combat était beaucoup plus dangereuse que d'habitude. Peng a remercié l'enseignante pour son inquiétude, mais a fermement déclaré qu'il souhaitait devenir entraîneur de combat. Il pensait que la théorie était importante, mais que dans le combat réel, on pouvait apprendre beaucoup plus et devenir plus fort. De plus, comme il était possible de passer les deux examens en même temps, Peng était déterminé à devenir un expert dans les deux professions. Le professeur a décidé de ne pas l'en dissuader, soulignant que c'était son rêve, et a exprimé l'espoir que la décision de Peng était réfléchie. Pan la remercia chaleureusement pour sa confiance. Après le déjeuner, un groupe de lycéens s'est rassemblé près de l'école, prêt à être sélectionné pour devenir dresseur d'animaux militaires. Parmi la foule sûre d'elle, Peng a remarqué un visage familier, son camarade de classe, Li Zigong, qui se demandait pourquoi Peng, avec ses excellentes notes, postulait pour une spécialité aussi dangereuse. Pan lui répondit avec la même question, le faisant réfléchir. Li a expliqué sa motivation en disant que depuis son enfance, il adorait l'anime Pokémon et rêvait de devenir l'entraîneur le plus fort. Son approche naïve et fanatique n'inspirait pas confiance. Fatigué de ces paroles vides de sens, Pan s'est éloigné vers la foule rassemblée près de la scène. Il est arrivé à l'heure, le colonel préparait déjà son discours. Parmi les écoliers, quelqu'un a remarqué que le grand gaillard sur scène n'avait rien de spécial à part des muscles. Mais le regard du colonel qui entendit cela brillait de détermination, réfutant de telles pensées. Pan se dit, cet instructeur n'est clairement pas aussi simple qu'il y paraît. Le colonel a commencé son discours en félicitant chacun pour son courage, mais a souligné que cela ne suffisait pas pour un entraîneur. L'homme déclara sèchement que sans une volonté de faire, n'importe quel monstre entraîné ferait trembler de peur ses écoliers. Comme prévu, les gars étaient indignés, estimant que la déclaration était trop grossière et injuste, car ils auraient vu des monstres. Le colonel se contenta de sourire, sachant que les mots seuls ne pourraient pas les convaincre. Il a montré au public un monstre sauvage amené en démonstration. Ayant ordonné à son subordonné, le colonel ordonna de tout préparer pour l'exposition dès maintenant. Les soldats ont tout préparé rapidement, et l'un d'eux a signalé qu'une plaque de blindage de tant centimètres d'épaisseur avait été installée. Le colonel s'approcha du monstre agressif et lui donna l'ordre. Le monstre décolla instantanément et brisa la plaque de blindage en morceaux. Ce spectacle stupéfia les écoliers, leur faisant prendre conscience du réel danger que représentent les monstres sauvages. Même Pan a été impressionné. Le monstre a détruit une dalle si épaisse d'un seul coup.
Le colonel a souligné que les entraîneurs de combat étaient confrontés à des créatures encore plus puissantes et a donné une chance à ceux qui voulaient laisser une chance. Peng a vu les rangs de ceux qui le souhaitèrent se réduire rapidement. Beaucoup avaient peur. Ils avaient l'air déprimés et déçus de leur lâcheté. Le colonel les rassura en leur disant que leur choix était normal, que leurs études étaient également importantes et qu'ils n'étaient pas des déserteurs. Il s'est ensuite adressé à ceux qui restaient, déclarant que quiconque partait serait désormais considéré comme un déserteur, car il ne tolérait pas ceux qui se rendaient. À la fin de la journée, Pan, rentrant chez lui, s'est senti dévasté. Tout s'est avéré beaucoup plus grave que prévu. Le colonel Chen a également déclaré que dans un mois, il ne restera plus que 200 étudiants de toute la ville, le reste sera expulsé. En réfléchissant à cela, Pan décida de nourrir ses animaux de compagnie, mais fut surpris de constater que le réfrigérateur était vide. Peng a paniqué, ne comprenant pas où étaient passées toutes les aiguilles de cèdre yin, et a cherché partout, mais n'en a trouvé qu'une. Lorsqu'il a commencé à s'indigner, Dazi a immédiatement trahi Buchan, disant qu'il avait tout mangé. Pan ne le gronda pas, réalisant qu'il avait lui-même sous-estimé l'appétit du monstre. Le régime alimentaire des animaux de compagnie de Peng suivait désormais strictement le système. Il a commandé de nouvelles aiguilles de cèdre yin pour Buchan et des figues tonnerres pour Dazi, réalisant à quel point cela coûtait cher. Plus il donne de ressources, plus les animaux évoluent vite. Mais pour l'étape suivante, ils auraient besoin de matériaux encore plus rares, ce qui fit réfléchir Peng. Le matin, à l'entrée de l'école, Peng a vu un véritable chaos. Les étudiants avaient du mal à tenir leurs animaux en laisse et certains essayaient de les retirer des arbres. Il y avait clairement un manque de compétences en matière de formation. La jeune fille frêle est venue avec un énorme monstre ressemblant à un cochon de la taille d'un camion et semblait complètement confuse. Pan s'est tourné vers la fille, lui a demandé si c'était son monstre et a demandé de dégager le passage. Une énorme bête bloquait l'entrée principale de l'école. Embarrassée, la jeune fille a commencé à s'excuser en disant que lorsqu'elle avait acheté l'animal, il était petit et qu'elle ne s'attendait pas à qu'il devienne si énorme. Remarquant la foule, un entraîneur militaire s'est approché, demandant ce qui se passait et pourquoi l'entrée était bloquée. Sans attendre une réponse claire, le dresseur a donné un ordre à son animal, similaire à celui qui était présent à la manifestation. Le loup grogna, fixant agressivement le cochon qui faisait plusieurs fois sa taille. Cela a fonctionné. L'énorme animal a tremblé et s'est écarté, libérant le passage. Une fois le problème résolu, l'entraîneur a annoncé que l'entraînement commençait immédiatement. Les étudiants avec des animaux de compagnie faisèrent la queue, écoutant l'entraîneur, qui expliquait qu'aujourd'hui, ils commenceraient à s'entraîner au commandement, une compétence clé pour créer une escouade de monstres à part entière. Une bête forte est inutile sans soumission, comme on l'a vu le matin. Avant l'entraînement, il est important de connaître les habitudes du monstre afin de nouer une relation de confiance avec lui. L'entraîneur a donné l'exemple de son loup, qu'il nourrissait avec son porc noir préféré, avec qui il jouait et dormait même, ce qui le rendait prêt à exécuter toutes les commandes. L'entraîneur a expliqué que la rupture d'une plaque de blindage avec sa queue, montrée par la bête du colonel, était le résultat d'un entraînement et non d'une compétence naturelle. La queue du monstre est devenue si forte en raison du stress constant qu'elle est devenue une arme supplémentaire avec ses griffes et ses dents. L'entraîneur a ensuite demandé à son collègue de démontrer les compétences de son loup argenté. L'homme aux cheveux roux a expliqué que le développement de monstres, même identiques, peut emprunter des chemins différents en fonction de leur force révélée lors de l'entraînement. Par exemple, il lança une pierre et le loup, se précipitant après elle, l'attrapa en volume et la réduisit en poussière. Peng et Dazi étaient point stupéfaits. La force de la morsure du loup semblait incroyable. L'entraîneur a poursuivi en expliquant qu'il existe 5 catégories de monstres: attaquant, défendant, soutenant, soignant et contrôlant. Certains monstres peuvent être une combinaison de ces types. Un exemple est la vigne, qui peut être à la fois un défenseur et un contrôleur, mais des entraîneurs expérimentés peuvent la développer comme un attaquant. Il a ensuite été demandé aux étudiants de passer à la pratique, en commençant par des exercices simples, comme entraîner leur force de morsure sur un arbre, en augmentant progressivement sa dureté. Ceux qui avaient déjà décidé de la catégorie de leur monstre étaient invités à s'inscrire et à recevoir du matériel de formation. Peng se demandait quelle était la meilleure façon de former Dazi. Se souvenant de la technique secrète de transfert des dégâts,
il décida de commencer par renforcer ses défenses. Cette pensée revenait également aux monstres singes qui, malgré leur taille, pouvaient facilement transporter de grandes boîtes de matériaux. Cela lui rappelait le mutant, un singe combattant féroce, connu pour son tempérament féroce et son accent sur la défense. Dès l'enfance, les parents apprennent à leurs petits à attaquer les arbres, puis les rochers en utilisant leur corps. Bien que cela provoque des blessures, la peau des singes guérit mieux et devient une puissante armure. À l'âge adulte, les singes combattants ont un corps musclé couvert de cicatrices durcies et calleuses comme une armure. Peng a décidé d'utiliser cette méthode pour renforcer la défense de Daisy et a sélectionné du matériel d'entraînement approprié. De retour sur le terrain, Peng a dit avec enthousiasme à Daisy qu'il avait trouvé le moyen idéal pour s'entraîner. Sortant un marteau, il déclara qu'il valait mieux saigner maintenant que saigner à l'avenir. Avec un sourire et la phrase « difficile à apprendre, facile à combattre », Peng a levé le marteau à 2 mains, promettant d'être doux. Effrayé, Daisy s'est immédiatement enfuie, ne voulant pas expérimenter l'entraînement doux. Après cela, Peng a couru après Daisy, assurant que c'était pour son propre bien, jusqu'à ce qu'il soit finalement capable de l'arrêter. Vers la fin de la semaine, un jour de congé, alors que Pan espérait dormir un peu, il fut réveillé par un coup fort. Se levant à contre-cœur, il alla préparer le petit déjeuner pour les animaux, même s'il voulait surtout dormir. Pendant qu'il faisait frire des crêpes, Pan se plaignait d'aider ses animaux de compagnie, mais c'était lui qui souffrait le plus, ce qui lui semblait injuste. Cependant, tout cela a porté ses fruits. Daisy a sensiblement grandi et a atteint le niveau 10, et Bu a également reçu une promotion. C'était dur pour Peng. Ses bras lui faisaient mal à cause de l'entraînement avec Daisy, et presque tout son salaire servait à nourrir Bu. Bu remarqua la sonnerie du téléphone de Pan et répondit immédiatement sans le distraire de la cuisine. Le directeur général de la société de sécurité Blue Shield, Woot Liu-Sun-Lin, a appelé. Il a suggéré de se rencontrer pour discuter de questions mutuellement avantageuses. Ils ont convenu de se rencontrer au bureau de Peng cet après-midi. Lorsque nous nous sommes rencontrés, Liu s'est avéré être un agréable homme d'âge moyen, vêtu d'un costume coûteux. Liu a invité Peng à devenir consultant formateur pour son entreprise. Peng se demandait pourquoi il avait été choisi, car il y avait beaucoup d'autres formateurs de niveau intermédiaire à Chang'an, et il ne comprenait pas ce qui avait attiré l'attention d'une grande entreprise. Le réalisateur a noté que Peng était trop modeste et se sous-estimait. Il a expliqué qu'il n'y avait que 2 formateurs expérimentés dans leur ville. L'un d'eux, le directeur Chen de l'association des entraîneurs, est trop occupé pour travailler pour leur petite entreprise. L'autre formateur était Xian Lin, le numéro 1 à Chang'an, qui travaille comme formateur conseil pour le gouvernement. Le directeur Li a expliqué qu'il préférait le jeune et talentueux Peng lorsqu'il le comparait aux autres entraîneurs. Après réflexion, Peng a décidé de poser des conditions. Travailler uniquement le week-end et ne pas signer de contrat à part entière, acceptant seulement de refuser d'aider les concurrents. Étonnamment, le directeur a immédiatement accepté et a accordé à Peng un contrat à temps partiel. Peng a été choqué en le lisant. Le contrat ne contenait aucune obligation pour lui, offrant un salaire annuel de 500 crédits et 50 crédits pour chaque évolution réussie de la bête. L'offre était trop belle pour être refusée et Peng a immédiatement signé le contrat. À ce moment, Xuan a frappé à la porte, annonçant l'arrivée de M. Ma pour la réunion précédemment prévue. Le directeur Li s'est rapidement ressaisi et, assurant que depuis la signature du contrat, il ne détenirait plus Peng, il a quitté le bureau. Après avoir pris l'ascenseur, Li a appelé son oncle et lui a dit que le contrat avait été signé, mais a admis qu'il ne comprenait toujours pas pourquoi ils avaient choisi Gao Peng parmi tous les entraîneurs de niveau intermédiaire de la ville. Pan avait déjà commencé la réception dans son bureau, examinant attentivement le monstre amené par un client familier. C'était une fée des fleurs douces et belles, de classe boisée, avec un arôme agréable. Peng a demandé si l'homme voulait vraiment développer cette fée avec ses capacités actuelles. Ma a répondu que dans 6 mois, il y aurait un tournoi du roi des fleurs à Chang'an et qu'il aimerait y participer. Peng était abasourdi. Un homme qui possédait une fleur rare aux propriétés curatives allait seulement participer à un concours de beauté. Demanda maladroitement Xuan. N'est-ce pas les filles qui participent habituellement au concours du roi des fleurs? Maman a répondu en souriant que c'était vrai, mais qu'il avait toujours rêvé de participer, même s'il l'avait regardé étrangement lors de l'inscription.
Ma a également expliqué que la fée est sa deuxième bête et qu'il veut lui offrir un avenir heureux. Il a constamment demandé à Pan de développer la fée afin qu'elle ait une chance de prendre la première place. Pan, surpris par un tel soin pour le monstre, a assuré qu'il ferait tout son possible. Peng lui a rappelé le triple paiement et Xuan, les yeux pétillants, a immédiatement apporté la facture. Il lui a dit tous les matériaux nécessaires à l'évolution d'une fée. Et Xuan s'est immédiatement rendu à l'entrepôt pour les récupérer. Bientôt, tout ce dont il avait besoin fut sur la table de Pan. Il a ensuite demandé à Xuan et Ma de partir, disant qu'ils ne feraient qu'interférer avec le processus. Cependant, Ma, malgré les objections de Xuan, ouvrit quand même légèrement la porte pour observer le processus, car il était très inquiet pour sa fée. Pan avait l'air intimidant, tel un savant fou, alors qu'il mélangeait le composé et l'aspirait dans la seringue. Monsieur Ma a failli attaquer Peng lorsqu'il a injecté son animal de compagnie, mais Xuan l'a arrêté à temps. Bientôt, Peng les invita à revenir au bureau. Il leur a présenté un monstre évolué, un bégonia à fleurs qui les a ravis tous les deux. Ma a remercié Peng du fond du cœur, malgré ses protestations embarrassées. Tout en profitant de leur succès, il ne savait pas qu'à ce moment-là, l'une des équipes de combat combattait des monstres sauvages. Les trois gars se sont indignés, considérant leurs efforts vains, et ont attendu que le nombre de participants soit réduit à 1-200 pour pouvoir reprendre l'entraînement régulier. Une seule fille était déterminée à aller jusqu'au bout, rêvant de rencontrer Gao Peng, qu'elle considérait comme le seul étudiant digne de respect. Un jour, Peng est allé au magasin de Chenji pour acheter des aiguilles de cèdre yin pour Bu. À sa grande surprise, le vieil homme a déclaré qu'il n'y en avait plus et qu'il ne restait que 10 des 30 nécessaires. Pan était perdu, car il y avait une ferme en dehors de la ville et les aiguilles ne pouvaient pas disparaître aussi facilement. Le vieil homme a expliqué que les approvisionnements se sont arrêtés il y a une semaine lorsque les araignées ont mangé toutes les fournitures avec la tribu Yin, et que maintenant, la ferme est gardée par une armée. D'autres monstres ont également été victimes des araignées, et les propriétaires de la ferme ont miraculeusement réussi à s'échapper. Sinon, ils auraient eux-mêmes pu devenir des proies. À ce moment-là, leur conversation fut interrompue par la voix d'un autre client qui entra dans le magasin. Monsieur Chen a suggéré de reporter la conversation à plus tard, affirmant qu'il était occupé et Peng a accepté. En sortant du magasin, Pan pensa « D'abord, l'école a commencé à travailler avec l'armée, puis une mystérieuse entreprise lui a proposé de coopérer. Et maintenant, un nouveau type d'araignée est apparu. On sentait que quelque chose de terrible approchait, auquel il ne serait pas facile de faire face. Mes pensées ont été interrompues par un appel. C'était Li Songlin, qui demandait si Gao Peng avait entendu parler de l'infestation d'araignées diaboliques dans la sombre forêt. Peu de temps après, Peng se trouvait déjà à la succursale Blue Shield, où le directeur Li l'a rencontré. Sans perdre de temps, Li a immédiatement commencé à lui présenter l'essence de ce qui se passait, en commençant par la chose la plus importante. Les Grey Devil Spiders se sont emparés des points de ressources et le gouvernement a fait appel à des entreprises et des organisations privées pour étudier la forêt de houille sombre afin de découvrir les faiblesses des monstres. Blue Shield vient de recevoir une mission aujourd'hui et devrait partir dans 3 jours, mais les ressources manquent. Pan doit de toute urgence faire évoluer les Devil Mantis pour augmenter les chances de succès de la mission. Il a immédiatement demandé à lui montrer les mantes pour inspection. Le directeur Li a averti que cette tâche était extrêmement importante pour l'entreprise et a demandé de l'aborder avec le plus grand sérieux. Lors de la dernière réunion de l'Alliance, de nombreuses interdictions frappant les forces non officielles ont même été levées, compte tenu de la menace croissante des monstres sauvages. Dès leur arrivée, le directeur Li a montré à Peng la salle où se trouvaient toutes les mantes diaboliques de l'entreprise et lui a assuré qu'il lui fournirait suffisamment d'assistants. En outre, il a déclaré que la récompense pour avoir accompli la tâche serait impressionnante si Peng réussissait. Cela a encouragé Peng et il a assuré qu'il ferait le travail et agirait immédiatement. Le directeur Li observait ses actions depuis l'étage d'observation lorsqu'un employé s'est approché de lui et lui a demandé ce que M. Gao faisait ici. L'ouvrier a exprimé des doutes. Pan a une 20aine d'années et tout ce qu'il fait, c'est inspecter et toucher des monstres comme un vieil homme dans une épicerie, ce qui a conduit à une méfiance à l'égard de ses compétences. Le directeur a immédiatement stoppé le raisonnement de l'employé, lui ordonnant de se taire, sinon il aurait des ennuis. Bien que Li lui-même ait eu des doutes, son oncle a confié l'avenir de l'entreprise à ce type, et il n'a eu d'autre choix que de croire en la justesse de ce choix.
Pan, après avoir terminé son inspection des mantes, sélectionna une douzaine de monstres dans différentes parties de la salle et dressa une liste de matériaux pour leur évolution. Le directeur a immédiatement ordonné que tout soit livré sans délai. Lee était sincèrement étonné. En 10 minutes, Peng a identifié les mantes les plus fortes avec une précision étonnante, sans commettre une seule erreur. Le directeur a été étonné. Les capacités de Peng dépassaient clairement le niveau d'un entraîneur ordinaire, car il l'a fait plus vite et mieux que la plupart des meilleurs diplômés, malgré sa jeunesse. Après avoir reçu les matériaux, Peng a immédiatement commencé à travailler. Après un certain temps, le directeur somnolent fut réveillé avec la nouvelle que la tâche était terminée. Tout le monde dans le laboratoire se réjouissait en voyant les monstres évoluer un par un entre les mains habiles de Pan. L'employé qui doutait auparavant de lui regardait maintenant le processus avec admiration. Peng avait réussi à faire évoluer les monstres en mantes démoniaques de jade à 4 ailes de rang commandant. Désormais, Pan n'était pas perçu comme un écolier ordinaire, mais comme une véritable trouvaille. Plus tard, il s'est entièrement concentré sur l'entraînement avec Daisy, et son animal a montré de meilleurs résultats. En signe d'encouragement, Pan lui offrit ses insectes séchés préférés. Cependant, au milieu de son succès, les rires des autres étudiants se sont fait entendre. Beaucoup sont devenus paresseux et ont ouvertement sauté l'entraînement. Les enseignants n'y prêtèrent pas attention, aidant uniquement ceux qui s'efforçaient de progresser, car sans discipline, ces étudiants seraient difficilement capables de devenir utiles dans des conditions de combat réelles. De façon inattendue, une grande fille nommée Mu Taiying s'est approchée de Peng, le félicitant pour son excellent dressage de son animal de compagnie. La grande différence de taille a dérouté Pan, et il a pensé que si elle était un homme, elle serait probablement populaire auprès des filles. Mais il l'a seulement remerciée à haute voix pour le compliment. Mu Taiying a dit qu'elle voulait faire équipe avec lui. Elle a expliqué que plus tard, au cours de l'entraînement, il y aurait des matchs de double avec notation obligatoire et qu'elle préférait travailler avec quelqu'un qui n'hésitait pas à s'entraîner. Les paroles de Mu Taiying ont impressionné Peng, mais il lui a suggéré d'évaluer d'abord sa bête. La jeune fille a immédiatement appelé son animal de compagnie et un énorme rhinocéros de fer a couru vers eux. Taïyin, embarrassé, l'appela bébé, tapotant son énorme flanc blindé. Peng et Daisy ont été étonnés par sa taille. Le monstre avait l'air gigantesque. Avant de commencer la coopération, Mu Taiying a prévenu que son animal de compagnie Lianzi était très timide, malgré son apparence redoutable. En raison de la timidité de Lianzi, ils ont décidé de se concentrer sur la défense. Sa peau dure et son seuil de douleur élevé en faisaient un excellent bouclier, même si elle n'était pas adaptée aux attaques. Peng a examiné la proposition de faire équipe. Il a vu beaucoup de bêtes, mais presque toutes étaient de classe ordinaire. Seules quelques-unes étaient excellentes, et seulement 2 étaient parfaites, dont le rhinocéros de fer Taïyin. Peng est arrivé à la conclusion qu'avec une telle protection, Dazi pourrait développer des attaques et une vitesse venimeuse, créant ainsi un duo idéal, une épée et un bouclier. Pendant qu'il réfléchissait, Taïyin pensait qu'il hésitait et ne voulait pas coopérer, et elle se prépara à partir. Pan l'a arrêté en lui disant qu'il acceptait de coopérer et qu'il était prêt à créer une équipe. Il a ajouté que le caractère peut se construire grâce à l'entraînement, ce qui est bien mieux que de travailler avec des fainéants. La jeune fille rayonnait de bonheur en entendant ces paroles. Elle commença à remercier Pan avec trop d'empressement, lui serrant la main si fort que cela le mit mal à l'aise. Pendant ce temps, dans la forêt sombre, des détachements militaires se rassemblaient pour combattre. Le directeur Lee a salué le capitaine Song, la femme blonde qui dirigeait la force. Lee a noté que, selon les dernières informations, les araignées grises du diable ont peur du feu, ce que l'équipe du capitaine Song gère très bien, ce qui leur promet le succès de la mission. Song a répondu en soulignant que les mantes diaboliques de Lee sont les véritables tueurs de la forêt, ce qui lui donne un avantage pour accomplir la tâche. Malgré l'échange de compliments, leurs points de vue sont pleins d'une hostilité cachée, laissant présager une concurrence féroce. L'un des militaires a commencé le briefing, révélant des informations importantes sur les araignées. Il s'est avéré que les araignées grises du diable chassent en meute, amenant des proies dans les nids pour nourrir leurs reines, ce qui donne naissance à de nouvelles générations d'araignées encore plus dangereuses. L'homme a rappelé l'importance de la mission et a souligné la nécessité de coopération, assurant que sa réussite apporterait une généreuse récompense à chacun. Beaucoup étaient conscients des inquiétudes des militaires concernant d'éventuels conflits entre organisations civiles, mais convenaient qu'ils devaient agir ensemble maintenant.
En l'absence d'objection, l'officier a ajouté que les militaires, par accord, fourniraient un appui-feu et a commencé la manifestation. Une série de tirs de chars fut immédiatement entendue. De puissantes volées explosèrent avec feu, laissant de profondes entailles dans le sol et soulignant la force de l'appui. Le directeur Lee a remarqué qu'après des discours prétentieux sur la coopération, les militaires ont commencé à simplement montrer leurs armes. Cependant, le gouvernement a pris la reconnaissance au sérieux. L'artillerie a considérablement affaibli les monstres, augmentant les chances de succès de la mission et réduisant les risques. Song s'est indigné que ce n'était pas à elle de parler des risques liés à la présence de 8 monstres de rang commandant avec elle, alors que dans la plupart des organisations, il n'y en a pas plus de 3. Le directeur Lee a répondu avec un sourire que beaucoup de gens cachent leurs atouts et que leur entreprise est trop honnête pour de tels trucs. Soudain, un bruit assourdissant a été entendu, provoquant la panique de tous les participants à l'opération militaire. L'un des dresseurs a remarqué que les mantes diaboliques se comportaient étrangement, comme si elles avaient peur de quelque chose. Un instant plus tard, un terrible monstre ressemblant à un singe, aussi grand qu'un immeuble à plusieurs étages, est apparu derrière les arbres, enveloppé de flammes et avec un regard brûlant. Le directeur Lee fut étonné de reconnaître le monstre. C'était Halo, un monstre de niveau seigneur. Halo était le gardien de la sombre forêt dans laquelle ils se trouvèrent désormais. Le monstre géant s'est déchaîné, semant la panique parmi les gens avec son rugissement. Le commandant en chef a tenté de rétablir l'ordre et de ramener les gens aux ordres, mais tous ses efforts ont été vains. Soudain, un autre monstre est apparu dans le ciel. Un aigle majestueux, brillant d'or, de taille égale à celle de l'ennemi. Son apparition a insufflé l'espoir dans le cœur des gens. L'aigle a repoussé Halo, absorbant son feu. L'ennemi vaincu a disparu, laissant les gens seuls. Pendant que les autres se remettaient de ce qui s'était passé, le commandant a exigé que la mission soit achevée d'urgence, réalisant qu'un soutien militaire ne serait plus possible. Soudain, une voix se fit entendre annonçant l'arrivée d'une escouade militaire d'élite. Le commandant en chef était embarrassé et tentait de se justifier en affirmant que son escouade pouvait y faire face seule. Cependant, le commandant de l'escouade d'élite a noté que la situation était devenue plus complexe et imprévisible que prévu. Il a souligné la nécessité d'unir les forces du gouvernement et des organisations. Après un certain temps, le travail fut réorganisé et les troupes se dirigèrent vers la grotte des araignées. L'escouade du capitaine Song a avancé avec succès, détruisant les araignées de feu une par une. Cependant, l'une des filles a objecté que la stratégie actuelle entraîne un gaspillage d'énergie, car il y a de plus en plus d'araignées, ce qui peut conduire à l'épuisement. Après l'avoir écouté, le chef ordonna un changement de formation. Les animaux défensifs prirent la première rangée, le support était situé au centre et les flancs étaient laissés aux animaux attaquants. L'escouade a continué à avancer, se concentrant sur le combat rapproché. Les nouvelles tactiques ont rendu la dépense énergétique plus efficace et les araignées ont commencé à être exterminées une par une. Les entraîneurs ont été étonnés de l'efficacité de la nouvelle stratégie. En avançant plus loin dans la grotte, les filles entendirent des pas venant d'un des passages. Cela pourrait indiquer la proximité de l'endroit dont ils avaient besoin. Le capitaine Song, après avoir écouté l'hypothèse, a donné l'ordre de se diriger vers la source du son. En sortant du passage, ils virent ci-dessous une image de la bataille. Les troupes et le personnel militaire avec lesquels ils collaborèrent combattaient le monstre. Ils se concentraient désormais sur la percée de la reine araignée, qui, malgré sa taille, était faible en attaque et se concentrait principalement sur la reproduction. Le directeur Lee a proposé de lui faire confiance et a ordonné à la rangée du fond de viser les yeux de la reine et aux autres d'attaquer ses jambes. Il a promis une répartition équitable des récompenses pour les efforts. Les soldats acceptèrent son plan sans objection et commencèrent à suivre la nouvelle tactique. Toutes les frappes étaient concentrées sur la force pure, car l'armure devant eux était très dense. Les subordonnés du capitaine Song ont commencé à craindre de devoir descendre et aider, sinon leur contribution à la mission pourrait être annulée. Le capitaine Song était d'accord qu'elle ne pouvait pas se contenter de regarder, mais elle avait le sentiment tenace que quelque chose n'allait pas avec ce monstre. Les attaques conjointes des combattants ont commencé à porter leurs fruits. La protection autour des yeux de l'utérus a été brisée et le combat s'est poursuivi. Les mantes sombres ont porté des coups puissants au monstre, le blessant à la tête. Cela s'est avéré être une erreur fatale. Le monstre blessé est devenu fou furieux et son terrible rugissement a plongé le groupe dans un état de panique.
Personne ne se souvenait de qui avait dit que la reine araignée n'avait aucune capacité d'attaque. Mais il était évident que c'était une grave erreur qui avait exposé tout le monde dans la grotte. Le directeur Lee a remarqué quelque chose d'étrange. La lumière dorée autour du monstre, qui était le halo du souverain, l'a fait inexplicablement paniquer. Il sauta sur l'une des mantes et, criant qu'elles avaient interrompu le processus d'évolution du monstre au sommet de sa puissance, ordonna à tout le monde de quitter immédiatement la grotte s'ils voulaient rester en vie. Les militaires, attendant le retour du détachement, ont commencé à s'inquiéter. Le détachement n'était pas revenu depuis 3 heures, alors qu'il disposait de 5 heures pour terminer la mission, et il était trop tôt pour paniquer. Soudain, l'un d'eux remarqua une ombre dominant la forêt et se réjouit. Quelqu'un était revenu, ce qui signifie que la mission était terminée. Mais le commandant a immédiatement remarqué quelque chose d'étrange. Il n'y avait qu'un seul objet qui approchait. Il a immédiatement donné l'ordre de se préparer au combat, se préparant au pire. Le réalisateur Lee, chevauchant une mante religieuse, a commencé à agiter la main et à crier qu'il appartenait à l'organisation pour ne pas se faire tirer dessus. Dès que la mante a atterri, le directeur Lee est tombé au sol, incapable de se tenir debout. L'un des soldats a couru et a demandé ce qui s'était passé et où étaient les autres. En réponse, le directeur a saisi la cravate des soldats, déclarant avec indignation que le gouvernement les avait envoyés à une mort certaine pour combattre la reine araignée au sommet du grade de commandant. Il était furieux de la situation. Le commandant est venu et a demandé à se calmer afin d'expliquer correctement ce qui s'était passé. Le directeur, s'étant un peu calmé, expliqua que dans la grotte, ils avaient rencontré une reine araignée qui était en train d'évoluer jusqu'au rang de seigneur. Même les meilleurs monstres de l'équipe ne pouvaient pas y faire face. Le commandant s'est plaint à son groupe que les recherches gouvernementales avaient donné de fausses informations selon lesquelles la reine araignée n'avait aucun pouvoir de combat. Une autre personne est sortie de la forêt, le chef de l'escouade spéciale, qui s'est également retrouvé dans la grotte. Le commandant l'a immédiatement interrogé sur la situation, où se trouvait la reine araignée et si quelqu'un la poursuivait. L'homme répondit que les araignées poursuivèrent les autres, qui s'enfuirent et disparurent dans la forêt. Tout le monde s'est rapidement divisé en groupes, discutant de ce qui s'était passé et décidant quoi faire ensuite. Le commandant a noté que s'il avait connu la situation réelle, il aurait envoyé davantage de personnel et d'artillerie. Le commandant a regretté que la reine araignée ne puisse pas être utilisée pour renforcer le district militaire après sa capture et son entraînement. Il était préoccupé par sa perte, contrairement au réalisateur, qui s'inquiétait pour les morts. Cependant, le commandant a estimé que la reine araignée dans la forêt ne représentait pas une menace, la considérant comme une poubelle. Tout comme 2 tigres ne peuvent pas vivre sur la même montagne, le seigneur de la sombre forêt ne lui permettra pas de rester. Pendant ce temps, Peng regardait Daisy briser les obstacles en morceaux, impressionnant les autres étudiants et leurs animaux de compagnie avec ses compétences. Les lycéens, qui ne comprenaient pas l'essence du coaching, ont crié après leurs élèves, les invitant à suivre l'exemple du magnifique mille-pattes. Peng, satisfait de son travail, s'est souvenu de l'histoire du directeur Lee concernant la rencontre de monstres au sommet du rang de commandant et de seigneur, ce qui était assez dangereux. Il pensait également que les monstres de classe générale ne valaient rien, tandis que les monstres de classe épique pouvaient produire des matériaux précieux. Par conséquent, il doit renforcer Bu et Dazi au rang de seigneur le plus rapidement possible pour augmenter leur pouvoir dans la nature. La promotion de monstres augmentera la réputation de Peng en tant qu'entraîneur et il devrait se rendre dans la ville de Yanjing pour obtenir une licence d'entraîneur avancé afin d'étendre ses capacités. Bu a atteint le niveau 14, mais il est impossible d'acheter des aiguilles de cèdre yin et les réserves à la maison sont épuisées. Maintenant, Bu est assis près du réfrigérateur et le regarde tristement. Daisy a également fait un grand pas en avant, atteignant le 13e niveau. Pan a été distraite par Taiyin, qui a apporté des notes sur la formation et le développement de son animal de compagnie Lianzi. Peng a décidé d'étudier les capacités de protection de la bête Taiyin et ces notes aideraient à développer des tactiques et à en apprendre davantage sur son personnage. Après avoir regardé certains commentaires amusants, Peng a souri, mais a remarqué que Taiyin était très sérieux. Une voix s'est fait entendre dans les enceintes du terrain d'entraînement, annonçant la nécessité de se rassembler devant le podium et l'annulation des essais libres. Le formateur a déclaré que la première étape de la formation était terminée et que des conclusions seraient tirées avant le début de l'étape suivante.
Il s'est mis sans pitié à crier les noms des étudiants, déclarant que chacun d'eux était disqualifié, malgré les cris d'indignation et les protestations. L'entraîneur a expliqué que les inspecteurs ont surveillé les étudiants tout au long et que leurs réussites et leurs défauts ont été notés. Le gars qui était au téléphone au lieu de s'entraîner et la fille qui s'est endormie pendant les cours étaient particulièrement remarquables. C'était tout simplement inacceptable. L'entraîneur a conclu que ces élèves retourneraient dans leur classe d'origine à partir de demain. S'ils étaient paresseux même lors de l'entraînement de base, cela n'aurait aucun sens de continuer à s'entraîner comme entraîneur au combat. Les étudiants restants passent à l'étape suivante de la formation. Un vrai combat, où la distraction peut conduire à des accidents, et dans un vrai combat, à la mort. Les disciples furent choqués par ces paroles. Tout le monde ne comprenait pas ce qu'était une véritable bataille et beaucoup doutaient de leur capacité. Certains étudiants ont fait preuve d'une extrême confiance en eux, se vantant de leurs animaux de compagnie et exagérant leurs mérites, puis ont commencé à découvrir lequel d'entre eux était le meilleur. L'entraîneur a annoncé qu'il y aurait 5 personnes dans chaque groupe et que chaque instructeur prendrait l'un des groupes sous sa direction. Nous devons donc nous unir. Les 2 débatteurs les plus ardents ont immédiatement déclaré qu'ils feraient partie de l'équipe de Gao Peng, chassant les autres étudiants et mettant Peng et Tai Ying dans une position délicate. Plus tard, lorsque les élèves ont commencé à être répartis en équipes, les 2 garçons ont dit à Peng qu'ils voulaient faire équipe avec lui depuis longtemps, ce qui l'a fait rire nerveusement. L'instructeur en chef, qui faisait toujours les annonces importantes et supervisait la formation, s'est approché de son équipe. Il s'est présenté sous le nom de Zhang Bairen et a annoncé qu'il organiserait une formation pratique pour eux. Avec un sourire qui pouvait calmer n'importe qui, il laissait quand même le sentiment qu'il cachait quelque chose de plus. Le lendemain matin, Bu regarda à nouveau tristement le réfrigérateur, ouvrant et fermant le tiroir, espérant que les aiguilles de cèdre yin y apparaîtraient miraculeusement. Pan, observant son comportement doux et naïf, remarqua que cela n'aiderait pas et continua à suivre Bu avec plaisir. Il n'a été distrait que par un appel téléphonique de l'association des chasseurs. Le message a fait plaisir à Peng. Les aiguilles de cèdre yin commandées étaient enfin arrivées et il devait les récupérer chez le coursier. Pan a rapidement enfilé ses chaussures et a quitté la maison, se précipitant pour recevoir la commande tant attendue, qui n'était plus sur le marché depuis longtemps, ce qui lui a même fait réfléchir à changer la stratégie d'évolution de Bu. En quittant la maison, Peng a immédiatement rencontré un robot coursier avec une commande. Pendant ce temps, 3 hommes les observaient depuis un coin sombre, discutant de l'achat coûteux de Peng. 16 personnes suivaient le robot depuis l'association elle-même. Leurs intentions étaient loin d'être pures, comme le révélait leur sourire maléfique. L'un d'eux a demandé nerveusement ce qui se passerait si quelqu'un découvrait leur projet. L'autre homme a immédiatement refusé, soulignant que seuls les plus forts survivent dans ce monde, et l'a frappé à la tête, exprimant son irritation. En pleine nuit, 3 hommes se sont mis en route pour mettre à exécution le plan. Ils se sont faufilés dans la rue, discutant de la façon dont un homme riche pouvait vivre dans un quartier aussi sordide. Leur patron a déclaré que c'était à son avantage, estimant que l'homme était récemment devenu riche et qu'il vivait ici modestement auparavant. Lorsqu'ils arrivèrent à la bonne porte de l'entrée, ils commencèrent à essayer de crocheter la serrure à la hâte. À cause de leur bruit, la porte d'en face s'ouvrit brusquement, illuminant le couloir. Tang Tang est sorti de l'appartement en bâillant et a demandé aux hommes ce qu'ils faisaient ici au milieu de la nuit. Les hommes ont commencé à s'excuser pour le bruit, en expliquant maladroitement qu'il n'y avait pas de lumière dans l'entrée et qu'ils ne pouvaient pas ouvrir l'appartement. Tang Tang, bâillant à nouveau, accepta leur explication et se prépara à retourner à son appartement. Mais au dernier moment, quelqu'un a empêché la porte de se fermer. C'est le chef du gang qui a demandé de l'eau, affirmant qu'il avait la gorge sèche. Tantan, répondant avec confiance à la demande, a invité les hommes chez elle. Ils se regardèrent d'un air dégoûtant et rirent, de sombres pensées obscurcissant leur esprit. Les hommes la remercièrent et commencèrent à se faire plaisir, lui demandant comment ils pourraient lui rendre sa gentillesse. Dès que les hommes sont entrés dans la pièce, l'un d'eux a claqué la porte et tourné la serrure. Tang Tang a demandé pourquoi il avait fait cela après avoir remarqué son comportement étrange. L'homme répondit avec un sourire méchant qu'il ne voudrait pas déranger les voisins à une heure aussi tardive. Cependant, la femme a apaisé ses craintes, affirmant que les murs étaient recouverts d'un matériau insonorisant
et que même un jeu de ballon chasseur bruyant ne serait pas entendu par les voisins. La chose suivante que les hommes virent les remplit d'horreur et les fit trembler de peur. Derrière la femme, depuis le plafond, un monstre ressemblant à un lézard au corps translucide bleu clair les regardait. Une aura effrayante de colère émanait de la femme. Les trois hommes se rendirent compte avec horreur qu'ils étaient tombés dans un piège. Le chef du gang a sorti un couteau et a sauté sur Tang Tang, avec l'intention de la maîtriser avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. Il était rempli de rage et de peur. Mais à sa grande horreur, le couteau s'envola de ses mains lorsque Tang Tang para le coup. Le bras de l'homme lui faisait mal, et il se recroquevilla sur le sol, tandis que Tang Tang se tenait au-dessus de lui, le regardant avec mépris. Voyant ce qui se passait, les deux autres décidèrent de venger le patron en relâchant un petit porc-épic qu'ils avaient également sous la main. Le porc-épic a tenté d'attaquer, mais a été rapidement attrapé par le monstre beaucoup plus gros. L'animal de compagnie de Tang Tang a instantanément absorbé le porc-épic et a regardé avec arrogance ses ennemis effrayés. La femme a fait l'éloge de l'animal, mais s'est plainte qu'il mange de tout. Tang Tang n'avait pas prévu que les adversaires avaient un autre monstre et fut bientôt attaqué par des balles dorées. L'homme a apprécié l'attaque de son animal de compagnie et s'est moqué, croyant que la femme arrogante avait été vaincue. L'homme fut étonné de voir que sous la nuisette déchirée se trouvait une peau parfaitement lisse, sans aucun dommage. Sa surprise et sa peur augmentèrent lorsque Tang, furieux, révéla que désormais il ne pourrait plus s'en sortir vivant. Les hommes ont réalisé qu'ils avaient gros tort, et maintenant Tan était un véritable monstre dans cet appartement. Pan se tournait et se retournait dans sa chambre, entendant des cris et se demandant qui n'arrivait pas à dormir. Pendant ce temps, Tan, après avoir eu assez de vengeance, a été distraite par un appel téléphonique de son père et a remis les hommes battus sous sa responsabilité. Le lendemain matin, à l'entraînement scolaire, Daisy était complètement épuisée après avoir affronté un nouvel adversaire. Peng était perplexe que Daisy soit incapable de pénétrer l'armure, et ses coéquipiers étaient étonnés, pensant que Peng et son animal de compagnie pouvaient gérer n'importe quelle tâche. Le tardigrade semblait impénétrable, et le système mettait même en évidence une fenêtre spéciale avec les caractéristiques du monstre, CE, qui était inhabituel. Pan envisageait de faire du tardigrade son troisième animal de compagnie. Les tardigrades avaient une incroyable résilience. Ils pouvaient survivre dans l'espace, aux radiations, aux températures extrêmes et étaient protégés des attributs anormaux. Cependant, Peng doutait de la manière dont le tardigrade serait capable de travailler en équipe avec Boo et Daisy, préférant trouver un monstre capable de voler ou de guérir. Ces pensées furent interrompues par un bruit fort provenant du terrain d'entraînement. Lianzi, le rhinocéros blindé de Tai-in, venait de vaincre son adversaire, et la jeune fille la louait activement. Peng a remarqué que Lianzi était devenue beaucoup plus audacieuse au cours de sa formation. Pan était distrait de son entraînement lorsque son téléphone sonna. C'était le directeur Li qui posait des questions sur le temps libre de Peng. Il invita Pan à dîner pour le présenter à ses amis. La politesse de Li a un peu surpris Peng. Peng pensait que l'invitation était liée à la récente crise de l'entreprise. Il a accepté de déjeuner et a demandé au directeur de venir le chercher après l'école, réalisant que beaucoup dépendait de lui. Dans la soirée, Peng s'est excusé de l'avoir dérangé, mais le directeur Li l'a rassuré en lui disant qu'il allait toujours chercher sa fille à l'école de Peng. La jeune fille, voyant son père, s'est indignée qu'il l'ait retirée de l'école seulement pour la deuxième fois en 1 an, la première fois que c'était le premier jour d'école, faisant allusion au manque de sincérité du directeur. Le réalisateur a ri maladroitement et a demandé à Peng d'aider sa fille Zhao Yu avec sa bête. Peng a regardé attentivement la bête de Zhao Yu et l'a trouvée intéressante, car les chats familiers sont rares. Il a accepté d'aider, invitant la jeune fille à venir dans son atelier le week-end. Lorsqu'ils sont arrivés chez le directeur, il a demandé à sa fille de sortir pour continuer le voyage avec Peng, ce que la jeune fille attendait déjà. Zhao Yu a dit au revoir à Gao Peng, promettant de se revoir. Peng s'est demandé pourquoi le directeur avait renvoyé sa fille chez elle s'ils voulaient juste voir des amis, et a décidé de demander qui ils étaient. Le directeur a répondu que Peng serait au courant de leur arrivée. Lorsque Peng est arrivé, il a vu le luxueux paysage méridional du restaurant, comme une villa de montagne, et s'est rendu compte que les amis du directeur n'étaient pas des gens ordinaires. Dans la salle privée du restaurant, le directeur a présenté Peng aux invités. Song, le capitaine des chasseurs de Lucioles, l'accueillit amicalement.
Le capitaine Jiang-gu de l'équipe Celestial Star Hunter a exprimé sa déception lorsqu'il a remarqué que Lee décrivait Gao comme mystérieux et cool, mais qu'il avait tout d'un lycéen. Pan n'était pas satisfait d'un tel commentaire, regarda autour de lui et réalisa que des chasseurs de monstres s'étaient rassemblés ici. Cela ne pouvait pas être un accident. Tout le monde méprisait Pan et se méfiait de lui, ce qui était extrêmement désagréable. Le directeur a tenté de désamorcer la situation en proposant de la nourriture. Jiang-gu est resté hostile en remarquant l'expression mécontente de Peng et en lui demandant s'il l'avait contrarié. Song a assiégé Jiang-gu, disant que les enfants ne devraient pas être traités de cette façon et que son comportement était honteux. Lee est intervenu, expliquant qu'il n'avait pas prévenu Peng de qui il rencontrerait et qu'il ne s'attendait pas à un tel résultat. Jiang-gu a admis à Peng qu'il avait entendu des rumeurs à son sujet, mais qu'il n'avait pas pu le rencontrer en personne. Le reste des chasseurs a invité Pan à table, voulant discuter de conseils avec lui, ce qui a surpris le jeune homme. Le directeur Lee s'est excusé et a offert un verre de vin à Peng. Peng se sentait extrêmement mal à l'aise, comme s'il était valorisé comme une denrée précieuse, malgré la modeste rémunération du réalisateur. Le gars n'aimait pas cette situation, mais il devait jouer le jeu avec ses interlocuteurs. Jiang-gu, franchement et grossièrement, a remarqué que Peng était jeune, mais à en juger par les rumeurs, il avait des capacités exceptionnelles. Il voulait poser quelques questions au gars, car il avait entendu parler de lui comme d'une véritable légende. Jiang-gu, avec un rang élevé et de nombreuses années d'expérience, a été impressionné par la renommée de Peng. Peng a répondu que ce n'était pas lui qui devait être félicité, mais l'examinateur Feng. Si vous avez des questions, il est préférable de contacter l'entreprise. Jiang-gu a qualifié la réponse de grossière, affirmant que les amis devraient s'entraider sans que l'entreprise ne s'implique. Les autres l'ont soutenu, reprochant à Peng son arrogance et demandant de l'aide pour des questions personnelles. Pan était indigné, et ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sa patience était épuisée par un mépris constant. Il est parti en disant au commandant respecté qu'il n'était qu'un lycéen sans expérience. Le directeur Lee s'est excusé pour l'incident et a proposé de reconduire Peng chez lui, mais il a refusé. Peng a appelé un taxi à l'avance et n'a pas eu besoin de l'aide du directeur. Après le départ de Peng, d'autres ont exprimé leur mécontentement, le traitant d'inexpérimenté et de plaisanterie. Le réalisateur a répondu qu'il avait été gentil avec eux, mais aujourd'hui ils l'ont déçu. Lorsque les invités sont revenus sur les lieux, Jiang-gu, qui était resté avec Lee à l'extérieur, a déclaré qu'aujourd'hui, il avait simplement rendu un petit service en le taquinant à la demande de Lee et a assuré que personne ne saurait ce qui s'était passé. Le directeur Lee a ri et a dit qu'ils n'étaient que des amis qui s'entraidaient. Jiang-gu n'a pas apprécié la blague et a répondu qu'il l'était même maintenant. En partant, Jiang-gu s'est demandé pourquoi Peng aidait tellement le réalisateur qu'il était prêt à faire tout son possible pour plaire. En conséquence, Pan est rentré chez lui tard dans la nuit. Le gars a enlevé sa chemise et a allumé la télé pour se distraire un peu. La nouvelle a fait état d'effets secondaires importants dus au sérum d'amélioration du génome. Après son introduction, de nombreuses mutations malignes ont été observées chez les familiers et une image terrifiante d'un monstre estropié a été affichée à l'écran. En raison de symptômes imprévisibles, il a été recommandé d'arrêter le sérum et de suspendre ses ventes dans le monde entier. En regardant les informations, le téléphone de Gao Peng a sonné à nouveau le directeur Lee. Peng a répondu à contre-cœur, demandant ce dont le directeur avait besoin. Lee s'est excusé d'avoir gâché la soirée, expliquant qu'il aurait dû avertir de la composition des hôtesses d'accueil, mais qu'il ne pouvait pas imaginer qu'il se comporterait si mal. Pan a décidé de mentir en disant qu'il n'était pas bouleversé par la situation afin de mettre fin à la conversation. Cependant, Lee a continué, assurant à Peng de ne pas s'inquiéter, car ceux qui lui avaient fait du tort avaient également fait du tort à Lee lui-même. Pan, ne voulant pas écouter d'autres excuses, a simplement mis fin à l'appel. Il était très en colère. Même si les gens se trompaient en pensant qu'il était naïf, organiser un cirque pour le faire passer pour un imbécile, c'était trop. Peng est arrivé à la conclusion qu'il devait être plus prudent et accroître sa force et son autorité. À cette époque, les informations faisaient état de Han Ning, un champion de 20 ans qui a remporté le titre de premier chien roi de Yangshen. En 3 ans, ce jeune homme a élevé sa bête au rang de commandant de classe idéale et est devenu le meilleur parmi les jeunes. Cependant, Pan décida que cela ne durerait pas longtemps. Le lendemain,
Pan est venu au bureau avec Boo et a préparé une nouvelle portion de médicaments pour l'évolution de l'animal. Pendant ce temps, 3 filles, dont la fille du réalisateur, se dirigeaient vers son studio. En chemin, ils se sont amusés à discuter de Pan et à se moquer les uns des autres. À leur arrivée, ils ont été accueillis par le secrétaire Xuan, leur demandant s'ils avaient rendez-vous avec Gao Peng. Les filles, confuses, ont commencé à demander si elles devaient s'inscrire à l'avance et ont expliqué qu'elles ne le savaient pas. Xuan a suggéré de découvrir quand Peng serait libre. Zhao Yu pensait que même si son père qualifiait Gao Peng de génie, le prix élevé de 16 services risquait de limiter le nombre de clients. Toutes ces pensées disparurent lorsqu'un rugissement assourdissant vint de l'atelier. Le son était si fort que votre cœur s'emballait et vous oubliez comment respirer. Pendant ce temps, Boo a montré son nouveau look dans l'atelier. Le monstre a évolué pour devenir un singe en os de qualité épique, ce qui a rendu Pan très heureux. Après sa promotion, Boo a également acquis une nouvelle capacité puissante. Le cœur des fils sanglants augmentait non seulement toutes les caractéristiques de Boo, mais permettait également de contrôler les battements du cœur des autres. Pan était ravi de cette capacité, car elle augmenterait considérablement la puissance de combat de Boo. Cependant, un nouveau problème est apparu. La taille de Boo est devenue trop grande et il est devenu difficile de se déplacer avec lui dans la rue. Peng est sorti de l'atelier et a demandé à Xuan de trouver un moyen de couvrir Boo pour le rendre moins visible. Xuan était étonné de voir comment Peng avait pu élever son familier au rang épique en peu de temps. Zhao Yu, remarquant Peng, le salua, l'appelant oncle Gao. Peng l'a reconnu comme la fille du directeur Li. Peng a remarqué que le vieux renard essayait d'utiliser sa fille pour que Peng ne refuse pas le contact. Ce qui l'intéressait le plus, c'était le familier de l'ami de la jeune fille. Méduse a surpris Pan en s'adaptant à l'air comme s'il s'agissait de l'océan. Zhao Yu a demandé à oncle Gao d'examiner son familier. Le gars lui a demandé de ne pas l'appeler ainsi, car ils avaient le même âge. Peng a expliqué qu'il devait d'abord payer. L'inspection d'un chat mante d'élite coûte 60 crédits. Il n'a pas fait preuve de partialité puisque la jeune fille n'était pas au courant des projets de son père. Peng a décidé que pour le bien du directeur Li, le père de Zhao Yu, il couvrirait lui-même les frais de matériel. La jeune fille en était extrêmement reconnaissante. Ne voyant pas l'animal, Pan a demandé où il se trouvait. Zhao Yu était confus et commença à paniquer, ne sachant pas où était allé le chat. L'ami de Zhao Yu a remarqué que le chat se cachait dans un coin, effrayé par le singe en os, ce qui s'est avéré être vrai. Dès que le chat vit qu'on le cherchait, il se précipita dans les bras de sa maîtresse en pleurant de peur. Zhao Yu le consola, lui assurant que tout irait bien. Pan a demandé au propriétaire de la méduse où elle avait acheté son familier, car il n'en avait jamais vu comme celui-ci et était intrigué. La jeune fille a expliqué que la méduse est son animal de compagnie et lui sert de portefeuille car elle peut envoyer des objets dans le sous-espace. Elle a démontré les capacités de son animal en cachant rapidement son téléphone. Elle a également ajouté que les méduses flottantes sont une spécialité de la ville de Pengchen et ont récemment été vendues en grande quantité dans la rue commerçante Wugu. Pan s'est intéressé, car la bête spatiale semblait très utile. Il a donc décidé de se rendre immédiatement à l'endroit indiqué. Les méduses ont attiré l'attention des passants par leur apparence inhabituelle et les ont incités à acheter. Peng a immédiatement demandé au vendeur de lui montrer la méduse flottante. Il en a rapidement démontré un. Cependant, Pan a précisé qu'il voulait voir toutes les méduses pour choisir lui-même. Il a été emmené dans un entrepôt avec des aquariums où toutes les méduses ont été collectées. La base de données explique que les méduses flottantes sont des méduses de mer ordinaires qui ont été transformées par l'énergie cosmique et qui prospèrent désormais sur leur territoire. À cause des prédateurs, cette espèce de méduse est presque éteinte. Peng a vu que les méduses avaient l'air pathétiques et qu'elles ne faisaient que léviter et utiliser la poche spatiale. Il examina attentivement les méduses et remarqua qu'elles n'étaient presque pas différentes des méduses ordinaires. Mais une méduse se démarquait clairement. Elle était hyperactive. Peng a immédiatement décidé d'acheter cette méduse. Le vendeur a déclaré qu'il s'agissait d'un mutant rare, un roi des méduses flottantes de classe idéale avec une capacité de vitesse, et que son prix était de 100 crédits. Pan a pensé que c'était absurde et a offert 50 crédits. Le vendeur a accepté avec joie, réalisant que même ce prix était trop élevé. En fin de compte, Peng a gagné, connaissant les véritables caractéristiques de la méduse. Cette méduse hyperactive dotée de 2 attributs et d'une classe avancée a impressionné Peng. Il était convaincu qu'il aurait une excellente équipe d'animaux de compagnie. La méduse était attachée pour ressembler à une montgolfière.
Peng lui a rapidement donné le nom de Chunba. Lorsque Peng est rentré chez lui, il a présenté son nouvel animal de compagnie à Da-Zi, mais il n'était visiblement pas content. L'animal s'est enfui dans une autre pièce avec mécontentement, en claquant la porte. Pan fut surpris par sa réaction et supposa qu'il était jaloux. Peng s'attendait à une réaction différente et fut déçu. Peng, connaissant les faiblesses de son familier, a immédiatement commencé à se vanter des insectes séchés et des vers venimeux que Da-Zi aimait tant, ainsi que des matériaux coûteux pour passer au niveau supérieur. Cédant à ses promesses alléchantes, Da-Zi sortit rapidement de sa cachette, réagissant avec enthousiasme à la description de ses friandises préférées. Mais au lieu des délices promis, Da-Zi a reçu une réprimande pour son mauvais comportement. Pendant que Peng et Da-Zi se disputaient, Bu et Chunba parlaient doucement, semblant avoir trouvé un langage commun. Peng s'est vengé de Da-Zi pour sa désobéissance et est retourné à Chunba avec un sentiment d'accomplissement. Il a décidé de conclure immédiatement un contrat avec la Méduse alors que son niveau était bas, ce qui était plus facile à faire. Méduse était effrayée par les actions de Pan et ne comprenait pas ses intentions. Peng, quant à lui, étudiait l'espace mental de Chunba. Elle était plus petite et plus agitée que Da-Zi, et l'esprit de la Méduse était toujours instable. Peng a décidé que ce serait une erreur de conclure un contrat maintenant, en tant que ravisseur d'enfants. Au lieu de cela, il a décidé de passer plus de temps à établir la confiance avec Chunba. Peng a décidé que la meilleure solution serait d'emmener Chunba avec lui à l'école le lendemain. Quand il est arrivé, Mu a réagi étrangement et perplexe. Et pas seulement Mu, tous les disciples pensaient que Peng lui avait mis un chapeau extrêmement laid sur la tête. Mais en réalité, c'était Chunba, son nouvel animal de compagnie. Pan l'a démontré en sortant une bouteille d'eau du sous-espace. Il a expliqué à Mu qu'il s'agissait d'une méduse flottante dotée de capacités spatiales. La jeune fille a dit qu'elle avait entendu parler de telles méduses, mais a rapidement tourné la conversation vers la bataille d'entraînement à venir, se demandant si Pan avait vu leur adversaire d'aujourd'hui. Pan remarqua que le scorpion violet avait l'air menaçant et que ce serait un combat difficile. Mu a demandé si Peng se battrait en premier comme d'habitude. D'autres étudiants murmuraient que les points de la première victoire de la journée reviendraient à Gao Peng. Peng, sachant que ce n'était pas la première fois, a décidé de céder aux autres et l'a annoncé devant tous les étudiants. Beaucoup avaient peur, mais l'un des étudiants était heureux de la tournure des événements et a décidé de parler le premier. Peng se méfiait, car ce disciple avait un dragon coq familier, le seul monstre de classe avancée, à part Da-Zi, qui pouvait être un digne concurrent du scorpion violet. Peng voulait s'assurer que Da-Zi surveillait le combat de près, mais remarqua qu'il regardait de l'autre côté et bavait devant sa proie potentielle. Pan a rapidement ramené l'animal à la réalité, lui rappelant l'importance de garder un œil sur son adversaire. L'instructeur a brandi un drapeau rouge, annonçant le début du combat. Le scorpion violet et le coq-dragon se sont rassemblés, attirant l'attention de tous, prêts à commencer le combat. Le coq-dragon fut le premier à attaquer, s'envolant dans les airs pour frapper l'ennemi d'en haut. Cependant, il fit une erreur et fut attrapé par la griffe du scorpion après une attaque infructueuse. L'instructeur a dit au propriétaire du coq-dragon qu'il avait de la chance que le scorpion n'ait pas de venin. Sinon, son familier serait déjà mort à cause de la piqûre. De plus, le coq-dragon est suffisamment fort pour que le scorpion ne puisse percer que le muscle, et un coup porté aux muscles pectoraux ne causera pas beaucoup de dégâts. Le coq-dragon, rassemblant ses forces, picota puissamment son adversaire. Son maître se réjouissait déjà de la victoire, considérant l'attaque décisive. Mais Pan savait que la bataille n'était pas encore terminée. Après que le coq-dragon ait frappé durement, le scorpion violet a riposté avec un coup fatal. Un geste sale mais victorieux a brisé le coq-dragon, le forçant à verser une larme. De nombreux étudiants ont involontairement ressenti sa douleur et ont sympathisé avec le monstre. L'instructeur a décidé d'arrêter le combat alors que l'issue devenait évidente. Le coq-dragon quitta rapidement l'arène en larmes, sa fierté fut piétinée. L'instructeur a demandé s'il y avait d'autres volontaires prêts à défier le scorpion violet. Il a également remarqué que le mille-pattes violet du tonnerre avait l'habitude de déclencher le combat, mais il a été sous-estimé. Les étudiants ont désormais convenu que ceux qui avaient de meilleures notes devraient se manifester. L'instructeur s'est tourné vers Peng, lui demandant son avis. Peng a accepté de s'affronter avec Da-Zi pour le premier combat. Dès que Da-Zi est entré dans la cage et a pris une position de combat, le combat a commencé. Mu a interrogé Peng sur la bataille à venir, remarquant le pouvoir du scorpion violet. Pan accepta,
mais décida que la faiblesse du monstre était probablement sa lenteur. Extrêmement nerveux, Peng ne pouvait que croire en Dazi et espérer la victoire. La première attaque du scorpion fut puissante et rapide, mais Dazi l'esquiva, évitant ainsi des blessures graves. Mu approuvait ses actions, tandis que Peng restait sans expression. Ayant raté l'une des attaques sans conséquences graves, le mille-pattes a porté un puissant coup de queue, jetant le scorpion de côté. Le coup violent suivant frappa à nouveau le scorpion violet. Les coéquipiers de Peng se sont réjouis de voir Dazi gagner. Dazi a capturé le scorpion et lui a infligé de graves blessures, après quoi il ne pouvait plus bouger. La bataille s'est terminée par la victoire du mille-pattes. Peng et Chunba se réjouissaient, fiers du succès de Dazi. Mu a été impressionné par la résilience de Peng, notant qu'il n'a pas bronché malgré le danger pour Dazi. Pan essayait de paraître calme, mais en réalité, il était paniqué par l'état de son animal et transpirait. L'instructeur a remarqué l'attention de Peng et a exigé que Dazi soit calmé. Il expliqua qu'il n'avait pas assez de monstres avec lesquels s'entraîner et qu'il ne pouvait pas laisser un mille-pattes manger un scorpion vaincu. Pendant ce temps, Dazi déchira joyeusement le corps de l'ennemi, libérant un liquide vert vif qui remplaça son sang. Les disciples chuchotèrent à nouveau, inquiets que Dazi, en faisant preuve d'un comportement sauvage, puisse être dangereux pour tout le monde ici. L'instructeur a insisté pour que Peng lui amène Dazi, malgré le mécontentement évident de l'animal. Le mille-pattes s'approcha rapidement de son maître, transperçant la foule, qui recula effrayée. Peng, avec l'aide de Chunba, a commencé à essuyer l'animal avec un mouchoir et lui a demandé de ne pas tout manger et de ne pas effrayer les autres. Il a expliqué que les insectes séchés sont plus savoureux et plus nutritifs. Certains ont objecté que Peng lui-même n'avait pas réussi à les effrayer et qu'il était trop arrogant. Mu a rassuré Peng en expliquant que les disciples avaient peur du pouvoir de Dazi, pas d'eux-mêmes. Peng remarqua qu'ils étaient désormais protégés par les dresseurs et les loups de la lune argentée, combattant les monstres dans les cages. Il a demandé ce qui se passerait s'ils rencontraient des monstres dans la nature. Les étudiants se sont indignés, affirmant qu'avec un tel état d'esprit, cela ne vaut pas la peine de devenir entraîneur si la vie est précieuse. La dispute fut interrompue par un simple applaudissement de l'instructeur, qui confirma que Pan avait raison. L'instructeur a annoncé que tous ceux qui ont suivi la formation de base peuvent postuler pour se rendre à la base de formation à partir de demain. Une semaine de formation les attendra à la base, pour laquelle l'école a prévu un congé d'études. Beaucoup étaient enthousiasmés par la perspective de véritables combats après un long entraînement, mais certains étaient inquiets quant à leur préparation. Peng considérait la base d'entraînement comme une excellente opportunité d'explorer un territoire inconnu. Certains étudiants étaient préoccupés par la question du paiement, car tout le monde ne pouvait pas payer immédiatement les frais de 5 crédits, ce qui n'avait pas été mentionné auparavant. L'instructeur a dit que vous pouviez refuser le voyage ou choisir une base d'entraînement privée sur le terrain dans la nature. Beaucoup ont convenu que 5 crédits représentaient un prix avantageux, sachant que voyager dans une zone privée coûte généralement plus de 20 crédits par semaine, plus le coût des accessoires et de l'équipement. Il y avait également la possibilité de signer un contrat avec l'Alliance militaire pendant 8 ans après l'école, qui couvrait entièrement le coût de la formation. Ainsi, l'armée a gagné en attirant de nouvelles recrues grâce à des offres et des contrats lucratifs. L'instructeur ajoute que lors de l'inscription pour participer, il est obligatoire de souscrire une assurance décès. Le discours de l'instructeur s'est terminé et Peng et Mu se sont cognés le poing, se déclarant être l'équipe pour le prochain test. Bientôt, un SUV peint en camouflage a livré tous ceux qui acceptaient vers la zone de la base d'entraînement. En chemin, tout le monde faisait un bruit joyeux, discutant des vues changeantes par la fenêtre. La voiture a soudainement heurté un rocher, se balançant violemment et alarmant les passagers. Le chauffeur s'est retourné pour s'excuser, mais son sourire montrait clairement que cela avait été fait exprès pour calmer tout le monde. Peng soupira, se souvenant qu'il voulait aller à Tang Tang le matin, mais elle n'ouvrit pas la porte ni ne répondit à l'appel. Il espérait juste qu'elle allait bien. Il se demandait également si cela pouvait être lié au secret que Tang n'avait toujours pas révélé. Le transport a de nouveau tremblé violemment, provoquant le mécontentement des passagers. Tout le monde était indigné, mais le chauffeur a justifié qu'il s'agissait d'un coup accidentel et a déclaré qu'ils étaient arrivés. Ils se sont rassemblés sur place et ont expliqué que la vallée de la montagne est une base d'entraînement, où chaque centimètre est protégé, et que seuls les monstres de rang ordinaire et élite vivent ici. Chacun a reçu une montre-bracelet avec GPS et un bouton d'appel d'urgence.
La tâche des étudiants est de survivre ici pendant une semaine. Une fois l'entraînement commencé, la retraite sera considérée comme une désertion. Ils ont expliqué que dans la vallée se trouvent des refuges en acier spécial que seuls les monstres d'un rang supérieur à celui du commandant peuvent percer. Ces maisons disposent également de quelques réserves de nourriture. Ces conditions ont permis de survivre en forêt pendant une semaine. Après le discours, tout le monde s'est divisé en équipes et a commencé à chercher un abri ou à prouver sa résilience.